À soir, c'est sur les préjugés puis les tabous. Quand on entend le mot préjugé, ça veut dire déjà juger avant. Tu sais. On est jugé quelque chose. Donc, si on veut parler du préjugé, juste le fait d'entendre le mot tabou amène plein de préjugés. C'est que, bon, OK. L'homme, disons, comment l'homme finit par se pogner dans un préjugé, disons? Quand l'homme peut-il se sentir... L'homme il est toujours pogné. Oui, c'est ça. C'est que l'homme finit pas par se prendre dans un préjugé. L'homme est une forme d'expression de préjugé. C'est-à-dire que je vais aller rapidement dans le début, puis par après, tu pourras poursuivre un peu sur ton introduction. Mais disons que l'homme essaie toujours de comprendre son présent à partir de son passé. C'est-à-dire que l'expérience antérieure de l'homme lui permet de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le présent. Donc, il préjuge, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le présent, et le connaissant, il se sert de ce qu'il a connu pour essayer de le connaître. Ce qui fait que se servant de son expérience, automatiquement l'homme juge avant de connaître la réalité intégrale d'un événement. Alors, si je parle, comme on parle de tabou, tabou, pour certains, ça va se faire naître l'idée sexuelle, par exemple, ou l'idée de cimetière sacré, ou l'idée de différentes choses. Mais encore là, le mot tabou suscite chez la personne plusieurs choses qui sont des préjugés. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître ou avant de pouvoir observer le mot tel qu'il est, le mot vient déjà en nous chercher des choses. Ce qui fait qu'avant de connaître l'intégralité d'une réalité dans un événement, on essaie déjà de le définir avant de le connaître. Comment je vais pouvoir vivre le fait si je gagne 5 000 $ à la loterie? Alors, tu achètes un billet et tu es déjà en train de vivre en préjugeant un événement. Alors, tu achètes le billet avec de l'espoir, tu vois un peu l'énergie qui t'anime, c'est une énergie de préjugé. Elle est néfaste en ce sens qu'elle t'empêche de pouvoir vivre le moment présent lorsque tu achètes le billet, et c'est la même chose que lorsque tu fais une contravention dans l'acte. Mais tu n'as pas le même genre de vibration parce que dans l'un, tu as un préjugé différent que lorsque tu fais une contravention. L'homme vit continuellement en préjugeant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans la réalité et connaître la réalité comme elle est, mais l'homme essaie toujours de connaître la réalité à partir de ce qu'il aurait aimé qu'elle soit. Ce qui fait que l'homme préjuge, c'est que l'homme n'a pas confiance en la réalité. L'homme sait qu'il vit, mais l'homme n'a pas confiance en ce savoir qu'il vit. De même, l'homme est immortel, c'est-à-dire qu'il est transformable, mais il ne peut pas disparaître. Le corps se transforme, mais il n'y a pas de disparition. L'homme est immortel, l'homme l'espère, l'homme le croit. Certains disent le savoir, mais ils ne le savent pas. L'homme sait qu'il vit, l'homme croit savoir qu'il vit, mais en réalité, l'homme ne connaît pas sa vie dans l'actuel, dans le présent. Alors, ne connaissant pas sa vie dans le moment, dans l'instantanéité, dans l'instant présent, l'homme, pour s'assurer qu'il vit, fait référence à ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que l'homme fait référence à ses mémoires. Donc, faisant référence à ses mémoires, il découvre une illusion de continuité temporelle. J'ai déjà eu 5 ans. Je n'ai plus 5 ans, donc je vis. L'homme ne peut pas vivre. Lorsque vous ne pouvez pas mémoriser quelque chose et que vous êtes lucide, c'est parce que vous vivez dans le présent. Vivant dans le présent, vous ne retenez pas ce que vous vivez. Pour pouvoir vous rappeler d'un événement, vous devez rechercher sérieusement à l'intérieur de vous ce que vous avez vécu. Comme si, lorsque l'on vit quelque chose qui est extrêmement intensif, un accouchement, une action, un danger ou un grand plaisir, on l'actualise tellement proche de la réalité intégrale du moment présent qu'on arrive à peine à le mémoriser. On est proche. Mais lorsque l'on ne mémorise pas, l'on ne prend pas conscience que l'on vit. Mais l'on vit. C'est la seule fois que l'on vit. Mais pour arriver à vivre sans prendre conscience que l'on vit, nous devons arriver à vivre en prenant conscience de notre vécu passé.
L'animal ne sait pas qu'il vit et il ne sait pas qu'il a vécu. C'est très important. Parce qu'on n'est pas débile, parce qu'on est pris avec nos préjugés. Pour arriver à se libérer du préjugé, on doit avoir des préjugés, évident. Mais pour arriver à vivre dans l'instantanéité, on doit passer par le moment antérieur, c'est-à-dire par le vécu mémoriel, le vécu où on met plus d'importance dans la mémoire que dans l'actuel, pour pouvoir prendre conscience qu'il y a la vie, pour pouvoir enfin arriver à se libérer de cette prise de conscience. Donc, l'homme ne savait pas qu'il vivait, il a découvert qu'il vivait parce qu'il a eu sa mémoire expérientielle. L'homme a pu découvrir que la vie existait parce qu'il a su qu'il avait vécu. Et vu que l'homme a su qu'il avait vécu, il pouvait dire « je vis ». Mais cette vie, ce « je vis », il ne pouvait pas le connaître et il ne peut pas encore le connaître. Par contre, il s'y rapproche, il s'en rapproche de plus en plus et à un moment donné, il devra réoublier, c'est-à-dire oublier pour la première fois, revenir dans l'état antérieur où il n'avait pas connaissance de son vécu, mais il sera différent parce qu'il sera sur une autre octave vibratoire et encore une fois, il pourra vivre dans l'instantanéité, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, même s'il ne savait pas qu'il avait vécu. Donc, ne pouvant connaître l'instant présent, et quand je parle d'instant présent, je ne parle pas d'un laps de temps qui est échelonné entre telle minute et telle minute, dans une heure. L'instantanéité, c'est quoi? C'est simplement lorsque l'homme vit un temps qui n'est pas échelonné en quoi que ce soit. Ne pouvant connaître cet état de choses, l'homme essaie de l'anticiper pour essayer de pouvoir s'adapter à l'événement actuel, qui n'est pas encore actuel mais qu'il prévoit, avant que l'événement arrive. Cela peut représenter une certaine forme d'intelligence lorsque on n'a pas un contact avec l'intelligence active, avec l'énergie supramentale. C'est-à-dire que anticiper une dette, c'est pouvoir prévoir la dette, anticiper, et c'est pouvoir y faire face lorsqu'elle va arriver. Cet état de choses, elle est normale et elle n'interdit pas le vécu dans l'actuel, dans le présent, même si on est capable mentalement de prévoir des choses. Ce n'est pas un préjugé et ce n'est pas nuisible. Lorsque l'homme essaie de prévoir un vécu émotif dans le futur, même si ce futur est représenté par les 5 minutes qui viennent, ils ne sont pas dans l'actuel. Vous ne le vivez pas présentement. Ne le vivant pas présentement, ce n'est pas le présent. Donc, même si c'est dans 5 minutes, par exemple, j'achète mon billet de loterie ou encore j'écoute à la télévision et on énumère les numéros et le premier numéro, je l'ai, le deuxième, je l'ai, il y en a 5, jusqu'au 4e, je l'ai. Plus ça va, plus nous préjugeons que nous allons devoir vivre un instant heureux. Et nous sommes donc déjà en train de vivre l'instant heureux pour pouvoir initiatiquement être déçus lorsque le dernier chiffre n'est pas le bon. Bon. Pourquoi nous sommes déçus? Parce que nous avons une baisse de potentiel énergétique. Nous augmentons notre taux vibratoire, preuve que l'homme peut contrôler son taux vibratoire. Parce que vous avez juste à vous imaginer que vous allez gagner pour augmenter votre taux vibratoire. On a des techniques qui nous permettent d'augmenter notre taux vibratoire. Mais le mental peut contrôler ce qui augmente le taux vibratoire chez l'homme lorsque le mental connaît le mécanisme astral qui permet ça. Là, Daniel, quand tu anticipes comme ça un billet qui va sortir, ton énergie, quand tu la montes, là, tu la puises-tu dans ton corps vital, là? Tu la puises dans ton corps astral, dans tes mémoires volatiles, c'est-à-dire dans ton âme, dans ce qui t'entoure. Il n'y a aucun danger. Par contre, vu que tu augmentes un taux vibratoire, par contre, lorsque tu vas vivre la différence de potentiel, pour pouvoir revenir à ce taux vibratoire, vu qu'il n'y a plus la stimulation astrale, tu risques de puiser dedans ton énergie vitale ou dedans ton énergie physique, vivre une dépression. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme préjuge, et l'homme préjugeant est capable de manipuler son haussement d'énergie vibratoire comme son rabais, mais il ne le sait pas. Alors, on a des techniques qui permettent au mental de pouvoir le faire. Lorsque l'homme augmente son taux vibratoire, il est en train d'essayer de s'adapter à l'événement futur. Le gros boom, j'ai gagné.
Alors, pour ne pas que le gros boom soit trop violent, inconsciemment, l'homme s'adapte. Il préjuge. Mais ce préjugement psychologique est souvent trop grand. Il déborde ce qu'il devrait faire au niveau de la sécurité psychologique et on finit par attacher de l'importance à ce jugement anticipé. C'est-à-dire que le numéro se rapproche, je vais gagner, en fin de compte, c'est évident, il n'y a plus rien autour de moi. Je vais gagner. Vu que je mets de l'importance là-dedans, ben quand je perds, là je perds en énergie. Alors, le préjugement est normal chez l'homme émotionnel, chez l'homme expérientiel, chez l'homme qui accumule de l'expérience. Préjuger, c'est normal parce que c'est le palliatif au manque de supramental, au manque de l'énergie du mental supérieur. C'est-à-dire que l'homme qui est ignorant de son passé et qui n'est pas en contact avec l'intelligence active ne peut pas vivre. Son organisme biologique va vivre, mais le moindrement que le milieu extérieur va agresser son intégrité physique, il va mourir. L'homme qui, donc, n'est pas en relation avec l'intelligence active, avec l'énergie supramentale, par exemple, ou avec l'Esprit Saint, enfin, on a plusieurs synonymes, l'homme qui n'est pas en relation avec ce type d'énergie se doit d'être en relation avec son passé, dans la sphère d'évolution présente de l'homme. Lorsque nous préjugeons, cela est bénéfique. Le mental va préjuger et le mental préjugeant d'une façon logique devient conséquentiel. Donc l'homme mental préjuge, mais il est conséquentiel, c'est-à-dire qu'il entrevoit des futurs possibles et il n'attache pas d'importance à un futur possible plutôt qu'à un autre, c'est-à-dire qu'il ne désirera pas que l'un de ces futurs possibles soit absolument certain. Et ça, c'est le préjugement psychologique, c'est le préjugé émotif, c'est le préjugé astral, où ce que nous allons nous imaginer que telle chose va aborder tel genre d'aspect et nous attachons de l'importance à cet aspect par le fait que nous voulons que ce soit comme ça ou que nous ne voulons pas que ce soit comme ça. Alors, si vous allez voir, par exemple, un film qui est, comme par exemple, Le Dernier Survivant, mais en haut, dans le petit carré, on met 18 ans adulte. Alors, automatiquement, on s'imagine un film de fesses. Tant que c'est juste des fesses, pas pire, ça dépend de l'âge, évidemment, et de l'angle de prise de vue, mais à un moment donné, on peut arriver à de la pornographie. Le fait de mettre 18 ans adulte, normalement, selon nos critères, veut dire deux choses, grosse violence ou pornographie. Le Dernier Survivant, c'est le titre. Ça ne nous dit rien. Mais 18 ans adulte dans le petit carré en haut fait qu'automatiquement, on essaie de s'adapter à ce qu'on aurait à vivre si on irait voir le film. Mais sans connaître le film. Si on est mental, on va dire c'est un film porno ou c'est un film violent ou il y a quelque chose que je ne connais pas qui fait que c'est 18 ans adulte ou la censure s'imagine parce qu'ils ont des préjugés ou etc. Mais je n'attache pas d'importance à aucun de ces choix, mais je les connais tous. Préjugement mental, jamais de déception et jamais d'enthousiasme excessif. Préjugement émotif, si tu n'aimes pas les fesses, tout de suite c'est un film de fesses. Tout le reste, sans importance. Parce que tu as un préjugé et tu lui mets de l'importance. Tu lui mets de l'importance dessus, ce qui fait que tu ne peux pas, par ce préjugé, connaître la réalité. Lorsque tu vas te présenter au cinéma, par exemple, avec cette idée préconçu que c'est un film pornographique parce qu'on a 18 ans adulte, et où tu y vas parce qu'on te dit que c'est un bon film, mais tu y vas déjà un peu de reculons, ou tu y vas en courant parce que tu t'imagines que c'est un film pornographique. Bon. Lorsque tu rentres, tu t'assois, ça commence. Première chose, quand on va voir un film pornographique, on regarde toujours la quantité de personnes qui est dans la salle. Parce que moins il y a de monde, plus c'est gênant. Bon. Parce qu'on s'imagine qu'on est seul détraqué. Bon. S'il y a beaucoup de monde, c'est moins pire. Mais s'il y a trop de monde, ben là encore là, tu te demandes. Le film va commencer et Le Dernier Survivant, c'est une histoire vécue qui raconte l'épopée, disons, d'une personne qui était à la recherche de pétrole sur l'île de Mindanao aux Philippines et qui s'est fait enlever. Alors, on a des personnes qui sont venues à la recherche de ces personnes-là. L'île de Mindanao, elle est extrêmement civilisée. Mais à l'intérieur de l'île, on a une petite jungle qui n'est pas connue, dans laquelle, on ne le savait pas, vivent des cannibales, des mangeurs d'hommes,
des Tassadai, une autre peuplade préhistorique qu'on ne connaissait pas, maintenant qu'on connaît et qu'on est en train de décimer d'ailleurs. Mais à cette époque-là, en 71, on ne les connaissait pas. Alors, ce film est 18 ans adulte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il est fait intégralement comme ça s'est passé, ce qui fait que les peuplades indigènes ne sont pas habillées. Mais il n'y a aucune pornographie, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Par contre, c'est un des meilleurs films que l'on peut voir, si on veut savoir un peu ce qui se passe quand une personne, disons, vit des aventures. C'est pas tout à fait Indiana Jones, mais c'est plus réel, c'est moins comique. Alors, ce qui arrive, c'est que tous les préjugés que la personne a au départ, elle doit les perdre rendus là. Vu qu'elle doit les perdre, pourquoi ce n'est pas bon d'avoir un préjugé? C'est parce que si tu as un préjugé, et que un préjugé, disons, du type émotif ou expérientiel, mémoriel, tu y attaches une importance. Y attachant une importance, tu défends. Parce que l'ego défend toujours ce dans quoi il met de l'énergie. Vous trouvez que votre visage est beau, c'est important pour vous, donc votre ego met de l'énergie là-dedans. Si on vous attaque en disant que vous êtes laid, vous allez vous défendre. Chaque fois que l'ego met de l'énergie quelque part, il s'évertue à le défendre contre tout. Bon. Alors, c'est exactement comme un général, ça doit jamais se rendre, même à l'évidence. Bon. Alors, l'ego, c'est la même chose, il doit jamais se rendre, même à l'évidence. Alors, si on a un préjugé, on se présente au cinéma et lentement, ben là, c'est pas ça. Tout le temps que notre préjugé, tout le temps qu'on va énergiser notre préjugé pour pouvoir le conserver malgré l'évidence, ben on perd de l'énergie. Une personne qui a un préjugé, par exemple, je vais aller à la messe, ça fait 15 ans que j'ai pas été. Mais tu es plein de préjugés, ce qui fait que tu ne pourras pas voir, disons, la cérémonie religieuse telle qu'elle est. Si la vibration de l'Église pourrait t'amener quelque chose, tu rentres avec un préjugé, la vibration de l'Église va être détruite en détruisant le préjugé. Et lorsque tu sors de l'Église, tu n'as rien eu. Et tu vas dire, je le savais. Mais si tu rentres vide, avec absolument rien, aucun préjugé, sauf peut-être des préjugés mentaux, c'est-à-dire qu'on sait un peu ce qui va se passer, on prévoit certaines choses, mais on ne décide pas que telle chose et telle chose, on a raison. Quelle température qu'il va faire demain? Ah, il va faire beau. Ah, il va pleuvoir. Ah, il va faire beau, je te dis. Alors, regarde les nuages. On préjuge. Mais on est là puis on argumente pour quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Même les météorologistes vont vous dire que 4 heures d'avance, ils peuvent le prévoir, c'est sûr. En haut de 4 heures, c'est plus certain. Puis, on a des personnes qui sont chez eux, qui n'ont rien, qui connaissent rien de la météorologie, qui peuvent le prévoir 2 mois d'avance. Ils sont prêts à destiner. Le préjugé, c'est un phénomène émotif, surtout les préjugés qui nuisent. Ils sont normaux chez l'homme, mais à un moment donné, ces préjugés astrales, émotifs, devront être énergisés par l'énergie mentale pour devenir une conséquence, c'est-à-dire un futur possible, l'envisagement d'une probabilité dans l'avenir, sans qu'on accorde de l'importance, sans qu'on accrédite, qu'on discrédite cette possibilité. Donc, automatiquement, l'homme sait que s'il sort dehors, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire froid, il peut faire humide, il peut faire, etc. Mais la personne ne sort pas déjà en se disant « Ah oui, mais s'il pleut, ça va être plate, tu vas tout être mouillé, puis c'est ci, puis c'est ça. » Même si t'es tout mouillé, puis c'est ci, puis c'est ça. Si tu n'as pas de préjugés sur le moment, selon ton degré d'énergie, tu vas vivre l'événement. Alors, la pluie peut ne pas être aussi terrible que tu l'aurais envisagé. Combien de fois on vous invite à sortir pour aller quelque part, mais ça vous tente pas? Puis en fin de compte, vous y allez, mais une fois rendu, tout va bien. Puis là, vous êtes content d'être sorti. Alors, le préjugé du départ est en harmonie avec l'énergie de l'instant. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois que l'événement va se présenter dans l'actualité, vous allez être dans le même état d'énergie. Chaque fois qu'on a un préjugé émotif, cela nous bloque, cela nous nuit. Mais Daniel, c'est pas un peu ça comme, mettons, chaque ego a une possibilité d'expansion variable là, pour chacun. C'est un peu comme, le préjugé n'est pas un peu un filtre, un peu pour au niveau psychologique, comme l'ajusteur de pensée au niveau mental? Non. Le préjugé, c'est un filtre qui colore tout ce qu'il filtre. Alors, ce n'est pas, disons, un filtre dans le même type que l'ajusteur de pensée. Le préjugé, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il freine, il bloque. En plus, il essaie de déterminer ce que va être l'avenir ou encore ce qu'est le présent. Présentement, j'aime pas ça, c'est plate. Pourquoi? Ah, parce qu'il parle trop vite. Ouais, mais tu as essayé d'écouter ce qu'il dit. Ah, ça sert à rien, il parle trop vite. Oui, mais est-ce que tu as essayé? Ah, ça vaut pas la peine. Tu as essayé? Ah, moi, ça m'énerve. Tu n'auras pas essayé. Tu veux pas essayer.
De peur de découvrir que tu as tort. Que c'est vrai qu'il parle vite, mais qu'en fin de compte, ça ne dérange rien. Alors, de peur qu'on ne le fait pas. Donc, le préjugé filtre même le présent, il colore le présent. On ne peut rien foutre avec des préjugés. Pourquoi? Parce qu'avec le préjugé, on ne peut connaître personne. J'ai déjà expliqué que lorsque qu'une personne rencontre quelqu'un, elle ne peut pas le connaître si elle le rencontre avec ses mémoires. Présentement, les personnes me rencontrent. Ceux qui m'ont déjà vu me voient. Mais ils me voient à travers le filtre de toute l'expérience qu'ils ont accumulée de ma vision. C'est-à-dire qu'ils savent certaines choses de moi, c'est mémorisé, c'est expérimenté, ils l'ont dans leur expérience, dans leur connaissance. Et lorsqu'ils me voient, ils placent immédiatement toutes ces connaissances antérieures de moi entre eux et moi, et à travers cela, ils me perçoivent. Donc, si moi je change, ils ne vont voir qu'une petite parcelle de ce changement s'ils la voient, car ils peuvent ne rien voir. Et ils observent en préjugeant. Tu rencontres ton enfant, c'est la 4e fois qu'il fait un mauvais coup, la 5e fois, la 10e fois, tu ne peux plus le tolérer. Pourquoi? Parce que cette fois, tu l'aperçois à travers les 10 autres fois. Donc, là, il a tout cassé ce qu'il y a dans la maison. Plus juste une chose. Quand dans la réalité, il a cassé qu'une chose. Tu rencontres ton patron, chaque fois que tu le rencontres, il te donne des bêtises, et plus tu le rencontres, plus tu es écrasé. Parce que tu le perçois toujours à travers toute ton expérience qui devient un préjugement. Si le patron essaie de changer, tu vas quand même le porter à crier. Parce que tu vas tout faire pour pouvoir être sûr que tu as raison. Donc, tu ne pourras pas observer le changement. Comme une cataracte, là, ça vient épais. Oui, très épais. J'ai déjà expliqué que l'homme est un pissenlit. Et je vais réexpliquer pourquoi l'homme est un pissenlit. Lorsque j'étais jeune, j'étais assis sur le bord d'un cours d'eau avec certains de mes amis, et puis à un moment donné, on parlait justement de préjugement et de jugement. Vous savez que juger quelqu'un, en réalité, c'est le préjuger. Parce que juger quelqu'un, cela veut dire observer ce qu'il a fait, observer ce que cela a fait chez nous, et selon ce que cela a fait chez nous, on donne notre verdict. C'est ça, juger quelqu'un. Et c'est extrêmement dangereux. Juger, c'est préjuger, parce qu'on ne fait pas, on fait fi de l'actuel pour se fier à ce qui s'est passé. Alors, on parlait du jugement, et à un moment donné, moi, j'avais expliqué que l'homme était un pissenlit. Parce que si tu observes l'été, d'ailleurs l'été s'en vient, le printemps, vous pourrez expérimenter l'humanité dans le pissenlit. Avant, évidemment, qu'on met les herbicides, parce que l'homme, c'est un pissenlit, et tout le monde sait que le pissenlit, c'est une mauvaise herbe. Alors donc, si vous observez un pissenlit, vous allez pouvoir observer une fleur jaune épanouie. Et ça, c'est un pissenlit. Et si à côté, on observe une autre plante, qui est une petite tige un peu croche, avec une grosse boule verte, on va dire que c'est aussi un pissenlit. Et si on regarde une tige avec une grosse boule blanche, on dit que c'est aussi un pissenlit. Alors, quand est-ce que c'est un pissenlit? Mais c'est tout le temps un pissenlit. Donc, un pissenlit, ce n'est pas une plante blanche avec du pollen quand on souffle dessus, ça part au vent. Ce n'est pas une plante jaune. Ce n'est pas un bourgeon. C'est quoi un pissenlit? On ne peut connaître le pissenlit qu'en observant tout de A à Z, ce qui est impossible pour l'homme. Vous ne pouvez pas connaître votre patron réellement que si vous connaissez soit tout, mais toutes ses vibrations depuis sa naissance, aller jusqu'à sa mort, ce qui est impossible dans l'actualité des choses pour l'homme, et vous pouvez le connaître en prenant un chemin différent, non pas connaître l'ensemble pour pouvoir parler de lui, mais connaître l'instantanéité de l'objet ou de la chose ou de l'homme pour pouvoir traiter avec cette actualité et non pas traiter avec le passé. Un vendeur d'auto te dit, je t'offre ce véhicule pour 10 000 $. Toi, tu dis, il est malade. C'est une Volkswagen 1942, tout plein de trous, puis il manque 2 roues. Bon. Tu retournes après, le vendeur, il te dit 10 000 $. Toi, tu dis 200 $. Lui, il dit 10 000 $. Est-ce qu'une troisième fois, tu vas t'essayer? Mais toi, tu ne peux pas t'imaginer que lui avec finit par cette année. Par contre, toi, tu y vas toujours avec ton préjugement et tu décides que. Mais à un moment donné, tu vas y aller, 200 $, va dire, ah, prends-la donc. Ça a l'air facile.
Mais la majorité des hommes d'affaires réussissent toujours à avoir des bons prix parce qu'ils font comme ça. Ils n'ont pas de préjugement nécessairement avant. Ils ont des préjugés mentaux qui leur permettent de voir, d'avoir un schéma de fonctionnement, mais pas émotif. Alors, tu rencontres un inspecteur vient dans ton magasin pour inspecter. Et toi, tu te sens des fois mal, parce que s'il dit non, ou s'il dit oui, ou s'il dit il faut ci, il faut ça, tu te sens mal. Tu es plein de préjugés. Mais si tu fais ce que tu as à faire, tu n'as pas de préjugés, tu vas être capable de le voir comme il est. S'il est manipulable, tu vas le manipuler. S'il ne l'est pas, tu ne le seras pas toi non plus. Mais ce n'est pas parce que nous préjugeons que nous réussissons mieux. Ce n'est pas un fil comme l'ajusteur de pensée. Le préjugé, l'homme préjuge continuellement. Le défaut, ce n'est pas de préjuger, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez faire autrement et c'est normal. Mais quand on attache de l'importance à notre préjugement, c'est là que c'est dangereux, parce qu'automatiquement, on refuse même que la réalité soit différente. On va s'efforcer d'interpréter la réalité pour pouvoir la rendre en harmonie avec notre préjugement. Ou on va simplement fermer les yeux et on ne veut rien savoir. Une personne qui est bornée, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui a un préjugement, mais un préjugement qu'elle ne veut pas lâcher. On dit elle est bornée. De temps en temps, la personne qui dit elle est bornée, c'est elle qui est bornée. C'est comme s'astiner. Pourquoi on s'astine? Parce qu'on attache de l'importance à avoir raison. Lorsque nous préjugeons, vous savez que on n'attache pas de l'importance seulement à prouver qu'on a raison envers un autre. C'est rarement envers autrui qu'on veut avoir raison. C'est envers soi. Parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de connaître notre valeur sans pouvoir observer ce que cette valeur fait chez autrui. Mais c'est pour nous. Alors, si j'ai une idée et que je me fais avoir, je peux avoir un complexe d'infériorité, de culpabilité. Pourquoi? Parce que par rapport à moi, je ne suis pas correct. Alors, mon préjugement, si je lui mets de l'importance, si je l'énergise, alors, si ça ne va pas avec la réalité, je vais lutter parce que je ne veux pas perdre la face à moi. Et c'est le danger d'attacher de l'importance au préjugé. Le préjugé comme tel n'est pas dangereux. Le tabou est mortel. Mais pas le préjugé. Le préjugé, c'est salvatoire pour l'homme émotif, pour l'homme psychologique, tant que l'homme ne met pas d'importance dans ce préjugement. On va dire de temps en temps, oui, mais j'ai préjugé certaines choses, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'en allant là, ça serait pas correct. Alors, j'y ai pas été, une personne y est allée, et effectivement, c'était pas correct. Mais ça change rien au phénomène. Vous avez attaché de l'importance à votre préjugé, vous avez gaspillé de l'énergie pour rien. Parce qu'à un autre moment donné, vous pensez que c'est pas correct, vous y allez, effectivement, c'est pas correct, ça change rien. Ce n'est pas parce que nous préjugeons que nous devenons conséquentiels. Nous pouvons devenir prudents, mais encore là, le prudent se protège lui-même. Hein? On a des personnes prudentes qui ne prennent jamais le métro parce qu'ils sont prudents. On a d'autres personnes prudentes qui prennent toujours le métro, jamais l'auto parce qu'ils sont prudents. Alors, en fin de compte, être prudent, ce n'est pas une excuse, c'est presque même pas une qualité. Lorsqu'on est prudent parce qu'on a peur, on n'est pas prudent, on est peureux. Et lorsqu'on est prudent parce qu'on connaît les possibilités de danger, on est capable d'affronter l'événement en ayant avec soi ce qu'il faut pour au moins passer à travers. Ça, c'est de la prudence. Mais refuser un événement, c'est pas nécessairement être prudent. C'est sûr que si l'événement, c'est une balle de fusil, c'est prudent, c'est même intelligent, mais ça dépend de l'événement. Alors, ce qui fait que le préjugement, c'est normal, c'est essentiel pour l'homme, parce que l'homme ne peut pas connaître l'actualité. Vous ne pouvez pas connaître votre moment présent, sauf si vous vous oubliez. Alors, de temps en temps, il va se passer quelque chose dans votre vie que vous ne pourrez pas cerner. C'est-à-dire que vous vous amusez, vous allez en vacances, vous allez avoir du fun, du plaisir, et à l'instant même où vous allez dire, c'est le fun, hein? C'est moi le fun. Amusant, c'est pour la simple raison qu'on vient de tout bloquer l'énergie pour constater la présence de l'énergie. Vous vous amusez avec quelqu'un, puis à un moment donné, ben là, c'est le fun, hein? Oui, ben là, tu te relaxes. Là, vous devez vous réénergiser pour recommencer. Mais vous êtes plus dans le plaisir.
Pour continuer le plaisir, vous devez fouiller dans votre mémoire. Ça a été le fun de 30 secondes, ça a été le fun de 20 minutes. Et on continue à dire c'est le fun, mais c'est moins le fun. C'est de moins en moins le fun. Je prends souvent l'exemple, disons, de l'acte d'amour. Vous faites l'amour, puis à un moment donné, observez que vous faites l'amour. C'est compliqué. Hein? Lorsque vous observez, vous prenez conscience de ce qui se passe, mais pas une conscience attentive, une conscience mémorielle, toute l'énergie de l'événement descend parce qu'il est tué. L'homme, pour connaître, doit bloquer ce qui passe pour pouvoir observer. Donc, il l'empêche de passer. Un enfant qui s'amuse, vous pouvez observer que c'est le fun. Mais si vous voulez l'arrêter pour lui dire « t'as du fun, hein? » là, il va dire « ouais, mais fiche-moi dans la paix. » Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de fun. Mais lorsqu'il joue, il ne sait pas qu'il vit. Il ne sait pas qu'il vit, il ne sait pas qu'il a vécu, il ne sait pas qu'il va vivre, il n'est plus là, mais il est beaucoup plus là. C'est la même chose pour l'être adulte. À un moment donné, nous sommes là. Lorsque nous sommes dans la Lune, nous ne prenons pas conscience que nous vivons. Mais nous sommes en train d'expérimenter une continuité temporelle qui est mémorielle, qui est astrale, et nous suffisons à l'intérieur de ce petit voyage. Mais nous avons une conscience de cet état. Lorsque l'homme vit réellement, par l'intermédiaire de son plan physique, et qu'il ne prend pas conscience, malgré qu'il a l'intelligence pour être conscient. Et ça, c'est extrêmement différent de l'animal ou de l'homme de Cro-Magnon, qui, lui, ne prenait pas conscience qu'il vivait, mais il ne pouvait pas. Vous pouvez prendre conscience que vous avez vécu, c'est merveilleux, et c'est la base. Mais cette base ne doit pas être tirée en sommet, c'est la base. Elle ne peut pas aller plus haut. Donc, l'homme qui a l'intelligence suffisante et l'énergie mémorielle suffisante pour pouvoir prendre conscience de sa vie passée, même si la vie passée part de l'instant presque présent à l'y reculons, cet homme-là devra à un moment donné ne plus vivre avec son passé pour vivre l'instantanéité. Et à ce moment, il ne préjuge pas. Lorsque l'on joue au tennis, dans une grosse compétition, on n'a plus de mémoire. On n'est plus rien d'autre qu'une immense raquette de tennis. La raquette devient le prolongement de notre corps, et c'est normal. On sent tout. Mais on n'a pas besoin de préjuger ce que l'adversaire va faire. À un moment donné, on a un instinct mental, on a des réflexes mentaux, c'est-à-dire des réflexes conséquentiels, qui vont calculer la trajectoire de la balle pour pouvoir faire déplacer le corps physique pour répondre. Et selon les blocages entre l'expression du mental, évidemment, on peut programmer ce mental, on appelle ça jouer souvent, hein? On peut programmer ce mental pour aussi programmer notre corps physique, donc finir par avoir une musculature adéquate au mouvement que le mental veut permettre. Et on est capable de voir la balle, de courir, de ne pas s'enfarger, de se placer dans une position pour repartir, de frapper, et on s'en va immédiatement vers dans la région où, normalement, mentalement, la balle devrait revenir. Et ça, c'est même en prenant conscience mentalement de la réponse de l'adversaire. Si la balle frappe un mur, on sait où elle va aller. Mais le champion de tennis est même capable de prévoir qu'après avoir frappé sa raquette, la balle va aller dans telle direction, dans une espèce de, disons, de superficie, où il va se placer au centre pour pouvoir réagir. Mais il n'a pas d'émotion. Lorsqu'il commence à avoir peur ou lorsqu'il essaie de prévoir et de réfléchir, bon là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a même plus le temps d'agir, c'est trop vite. Mais il ne se souvient pas nécessairement de sa partie. On a ça surtout, par exemple, dans les arts martiaux, dans le judo. On a une expérience, un mouvement parfait en judo, c'est lorsque celui qui exécute le mouvement dans une compétition ne se souvient de rien. Le mouvement a été parfait, placé avec une vitesse extraordinaire, d'une précision parfaite, presque miraculeuse, et il ne sait pas quel mouvement il a fait, il ne sait rien. Il se rappelle juste d'avoir entendu la dernière consonance du mot point. C'est tout. Alors donc, il a vécu. Lorsque vous vivez, ce que vous faites souvent, et c'est ce qui détruit votre vie instantanée, c'est qu'à un moment donné, l'ego finit par être insécure dans cette instantanéité, c'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, il n'a pas su qu'il vivait, alors il va arrêter l'énergie de la vie pour pouvoir observer qu'il a vécu. Et c'est ce qui amène une personne à toujours briser un état d'harmonie. Elle brise l'état d'harmonie pour pouvoir prendre conscience qu'elle a été en harmonie.
Donc là, l'ego est content, l'ego en jouit. Et là, l'ego se dit, ben au moins ça me rapporte. J'étais en vacances, c'est le fun, ben au moins j'ai pas perdu mon argent. Je vais à un séminaire ou je vais à un cours, puis à un moment donné, je dois tout bloquer pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. Et là, je me dis, bon, ben c'est bon. Ou c'est pas bon. Mais tu t'es en train de t'énergiser pour que ce soit de mieux en mieux. Que ce soit bon ou pas bon, bloque-le pas. C'est ridicule. Même si tu te dis, bon oui, mais si je le bloque pas puis que c'est pas bon, je ne saurai jamais. Oh non. La personne qui vit dans l'actuel, elle va découvrir à un moment donné, en restant actuelle, que cela ne lui apporte rien, mais elle n'aura pas besoin de vérifier dans le passé. Elle le saura. Et ce savoir, sans vérifier dans le passé, c'est le savoir instantané. C'est-à-dire, instantané ne veut pas dire que c'est comme à la loterie. Paf, tu as 500 millions instantanément. Cela veut dire que dans l'instantanéité, instantanément, tu as la connaissance ou le savoir qui est nécessaire pour vivre ce moment. Donc, ce savoir n'est pas cumulatif, n'a pas besoin d'être puisé dans un réservoir. Et s'il est puisé dans un réservoir, ce savoir doit déterminer encore une fois le futur. Comme votre passé est un réservoir, puisant dans le passé pour comprendre le présent, c'est colorer le présent, parce que le présent n'est pas contenu dedans votre expérience. Vous ne l'avez pas vécu. Vous avez vécu quelque chose de similaire, cela est probable, mais ce n'est pas la même chose. Lorsque vous avez marché dans une ruelle à l'âge de 4 ans, ben, si vous arrivez à l'âge de 24 ans et vous marchez dans la même ruelle, vous refaites la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Et en 20 ans de différence, et même moins, vous êtes toutes aptes à vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous attendiez. Elle était belle, elle était grande, elle est petite, elle est laide. Alors, ce qui arrive, c'est que ce préjugement, il est essentiel tant que l'homme n'a pas ce savoir instantané. Et ce savoir instantané, ce n'est pas une faculté supramentale ou, disons, surnaturelle donnée à une élite particulière. Disons que l'homme devient une élite par rapport à la masse lorsqu'il est en relation avec l'énergie supramentale, mais la masse n'a pas besoin d'être élite. N'importe quel genre d'individu peut devenir un réservoir ou un canal à l'énergie supramentale. Un verre d'eau peut être vidé et rempli de champagne, ou rempli de n'importe quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une coupe à champagne qu'on aura du champagne dedans. Alors, ce n'est pas votre naissance qui détermine qu'à un moment donné, vous avez la possibilité d'être en relation avec l'énergie de l'intelligence active ou non. Cela n'a aucun rapport. Tous les individus de la planète, de temps en temps, vivent l'actualité. Vivent l'actuel, quel que soit l'individu, qu'il soit au Bangladesh, en Irak ou ici. Mais dans ces pays, il n'a pas nécessairement l'intelligence pour prendre conscience de sa vie. Ce qui l'amène à accepter d'une façon non évolutive la souffrance, parce qu'il ne peut pas s'écœurer de la souffrance, c'est-à-dire que l'homme qui n'a pas un mental suffisamment développé ne peut pas souffrir de souffrir. Et lorsque l'homme ne souffre pas de souffrir, l'homme n'essaie pas de détruire le principe de la souffrance, l'homme n'essaie pas de contourner le schéma de souffrance, ce qui est une illusion, mais ce qui amène l'évolution de l'énergie mentale et ce qui va amener le contact avec l'intelligence active, ce qui va amener la dissolution de la souffrance. Mais dans ces pays, l'homme vit l'instantanéité, mais il n'a pas l'évolution mentale nécessaire pour pouvoir bénéficier énergétiquement de cet état d'instantanéité, ce qui n'est pas le cas pour vous. Vous, lorsque vous vivez le moment présent, ce qui vous arrive quotidiennement, vous avez suffisamment d'énergie mentale pour pouvoir bénéficier de ce vécu. Mais vous vous évertuez continuellement pour pouvoir connaître cet état, vous vous évertuez à briser cet état. Vous brisez la vie pour pouvoir découvrir que vous avez vécu. Parce que lorsque vous vivez en même temps que la vie, vous n'avez pas le temps de découvrir que vous avez vécu. Alors vous devez à un moment donné laisser la vie s'en aller et observer que vous avez vécu. Ça a été le fun. Ça, c'est un mécanisme qui va être fréquent lorsque l'on revient de vacances, lorsque on a travaillé, n'importe quand. Mais ce mécanisme est dommageable. Pourquoi? Parce que premièrement, il est assujetti aux besoins de préjugement de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir observer qu'il a eu du plaisir pour pouvoir se servir de cette mémoire
pour pouvoir préjuger que l'année prochaine, s'il retourne à la même place, il aura du plaisir. Parce que l'homme, à un moment donné, s'est dit, est-ce que j'y vais ou non? Est-ce que j'y vais ou non? Alors, qu'est-ce que je choisis? Je ne connais pas la place. Une fois que l'homme a expérimenté un endroit et qu'il a aimé ça, il veut prendre conscience qu'il aime ça. Pour pouvoir, l'année prochaine, ne pas avoir à prendre de décision, à se demander s'il va y aller ou non, parce qu'il sait qu'il a déjà aimé ça, donc il préjuge et il dit il va. Mais il y a bien des fois que l'on va à un restaurant ou qu'on commande le même plat. On a aimé ce plat. On n'en essaye pas d'autres. On n'essaye pas d'autres restaurants. Et à un moment donné, en essayant d'autres restaurants, on découvre qu'on a un meilleur restaurant et un meilleur plat. Et on a tellement peur de découvrir un plat moins bon, ce qui ne dérangera rien chez l'homme, mais on ne veut quand même pas essayer. Pour ne pas subir une petite montée d'énergie, de frustration. Le préjugement, il est bon, mais le préjugement ne doit pas être énergisé par l'importance que l'ego va lui donner pour pouvoir se valoriser. Préjugez tant que vous voulez, mais attendez-vous continuellement à ce que vos préjugés soient démentis par la réalité et ne luttez pas pour essayer de transformer la réalité, pour l'adapter au préjugement. Pour que cette synchronisation-là, Daniel, se fasse à ton insu, il faut que tu sois quand même très, très sécure. Vois-tu, qu'est-ce que c'est qu'être sécure? Être sécure, c'est simplement pouvoir se dire que dans ma mémoire, je connais tout l'avenir. Donc, je suis capable de me dire, je connais toutes les réponses de l'examen, je vais donc être capable de passer 100% à l'examen et je n'aurai aucun problème. Mais la vie, le professeur amène un nouvel examen et t'arrives tout plein de préjugés, tout confiant en toi, et encore là, tu es initié par la souffrance, la déception et tout ça. Le préjugement ne sert à rien et le fait de vouloir être sécure, c'est une illusion. L'homme va être sécure lorsque l'homme comprendra que la sécurité est une illusion. Donc, on a déjà parlé de la liberté, on a expliqué comment se libérer de la liberté pour enfin être libre. Parce que tant que l'homme recherche la liberté, il est dépendant de cette liberté, donc il n'est pas libre. Il ne peut pas être libre tant qu'il veut être libre. Alors, on en a fait une conférence. La sécurité, c'est la même chose. Tant que tu recherches la sécurité, tu es insécure, tu exprimes le fait que tu n'as pas ce que tu veux. Et lorsque tu as tout, tu sais que tu peux tout perdre. Donc, tu ne peux pas être sécure. Il y a deux formes de sécurité. Il y a celui, comme je dis, qui n'a pas de mental pour se rendre compte ce qui se passe, donc il souffre, mais il ne peut pas souffrir la souffrance, ce qui fait qu'il peut accepter la souffrance d'une façon inconditionnelle, il s'en fout. On a des mortalités, puis c'est pas grave, on enterre, on pleure un petit coup, puis ça finit là, puis on continue à rire. Donc, le fou n'a pas de malheur. Hein? Alors, plus on se conscientise, plus on souffre, et c'est normal. Mais, cette étape de souffrance ignorée ne peut faire autrement que de mener à la souffrance connue. Donc, il n'est pas mieux que nous, qui souffrons et qui nous souffrons de souffrir. La personne qui souffre et qui s'en fout n'est pas mieux que nous, parce qu'elle va arriver à être comme nous. Mais, tout ce que nous avons déjà passé, c'est fait. Et on va continuer, et à un moment donné, on ne souffrira plus parce qu'on aura compris les mécanismes qui engendrent la souffrance. La sécurité, c'est une illusion. Si je me dis moi, si je me borne à être sécuritaire lorsque je me dis que je peux tout apprendre et que je sais comment apprendre, donc je peux tout faire. Évidemment, je devrais mettre de l'énergie, je devrais m'appliquer de temps en temps pour pouvoir expérimenter. Mais c'est tout. Et si j'ai la volonté de mettre l'énergie pour pouvoir apprendre, je suis sécure. Mais une personne qui ne sait pas qu'elle peut apprendre, et c'est l'apanage de la majorité de la masse, c'est pourquoi elles se mettent plus bas que ce qu'ils sont en réalité, et c'est pourquoi elles ont des dieux, et c'est pourquoi elles attendent le secours d'extraterrestres, c'est parce qu'ils se prennent pour des beignes. Et alors ils ont un gros trou et ils pensent qu'on va les boucher. Bon, alors ils sont bouchés déjà. L'homme ne sait pas qu'il peut apprendre. Il peut apprendre n'importe quoi. Il devra mettre l'énergie, mais il peut apprendre. Et là, il y a une sécurité illusoire, mais moins illusoire, que le fait de se dire, je passe toujours par le même chemin. Combien de personnes ici sont capables, lorsque la voie qu'ils emploient normalement pour aller travailler est bouchée, combien d'entre vous sont capables de prendre une dérivation puis se rendre par un autre chemin nouveau à leur travail? Pas grand monde. On suit à la queue leu puis on chiale. Combien de personnes qui vont à leur travail ont expérimenté 15 ou 20 différents chemins pour aller à son travail, dans l'espoir d'en trouver un plus rapide?
Normalement, on y va à un moment donné, puis c'est celui-là qu'on suit. Jusqu'à temps que quelqu'un nous dise que, pourquoi tu prends pas telle chose, que tu l'essayes. Mais c'est rare qu'on essaie de nouveaux chemins. On a un chalet quelque part, on passe toujours par le même chemin. On n'observera pas nécessairement sur la carte voir, ou on verra pas. C'est rare les personnes qui essaient de nouvelles choses. Parce qu'ils ont une forme de sécurité. Mais cette sécurité, elle n'est pas sécuritaire. Elle est même retardative. Donc, le préjugement, pour arriver à s'en libérer, pour vivre dans l'actualité, lorsque tu as du fun, lorsque tu as du plaisir, ou lorsque tu joues, lorsque tu oublies tes problèmes. On a différentes techniques, par exemple, nous, dans le programme Être contrôleur, qui permettent à la personne de se débrancher complètement de tout son mécanisme pour vivre quelque chose de réel, parce qu'elle doit mettre son énergie à comprendre ce qu'elle fait avec son corps. Et lorsqu'on l'arrête, qu'on lui demande comment tu t'es senti pendant que tu faisais ça, rien. Ah, est-ce que tu avais peur? Non. Est-ce que tu as pensé à hier? Non. Est-ce que tu avais des problèmes? Non. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se passait, mais tu n'arrives pas à mettre de mots là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être sécuritaire pour vivre un état comme ça. Il suffit juste que tu te branches dans cet état-là. Tu as besoin d'être sécure lorsque tu veux pas vivre avec la réalité, avec l'actualité, et lorsque tu veux manipuler la réalité, l'actualité, à partir de ton expérience. Ah là, tu as besoin d'expérience en maudit. Et tu seras jamais sécuritaire, même si tu crois l'être. Je suis en sécurité, j'ai $1 million à la banque. En fin de compte, paf, le pain coûte maintenant $1 million, comme on a eu en Allemagne avant la dernière guerre, où on allait acheter du pain avec un sac à dos plein d'argent. Alors, ta sécurité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vaut plus rien, elle non plus. Rechercher la sécurité, c'est pas correct. Rechercher parce qu'on est mentalement conscient qu'à un moment donné, on va avoir tel besoin, des mécanismes pour pouvoir pallier à ces besoins, ce n'est pas rechercher la sécurité, c'est se faciliter la vie. Mais ce n'est pas rechercher la sécurité. Il y a une différence. On peut se faciliter la vie en recherchant la sécurité, mais on va souffrir. Mais si on recherche à se faciliter la vie parce que c'est intelligent, pourquoi voulez-vous vous faciliter la vie? Parce que vous avez des projets? Ah, ça c'est une maudite bonne raison. Parce que vous avez peur? Ah non. Bon. Pourquoi vouloir être riche? Parce que vous avez des projets pour construire, pour vous exprimer, pour créer. Merveilleux. Mais pour être sécuritaire, pour pouvoir exprimer toute son émotion n'importe comment, non, vous risquez d'attendre longtemps. Puis ceux qui gagnent $1 million, qui sont comme ça, ils sont malheureux vite aussi. Alors, ce qui fait que la sécurité n'a rien à voir avec le fait de vivre l'actualité. Parce que de temps en temps, on expérimente l'actualité, mais on la bloque pour pouvoir justement observer qu'on l'a expérimenté, l'actualité. J'ai eu du fun, j'en ai plus, mais je l'ai arrêté pour voir. De temps en temps, on va même jusqu'à dire, oui, mais c'est bon de temps en temps qu'il pleuve, ça te permet d'apprécier le soleil. On est trop niaiseux pour apprécier le soleil quand il est là, fait qu'il faut que de temps en temps il pleuve dessus pour le découvrir. C'est imbécile comme réaction, mais c'est totalement humain. Mais ce n'est pas correct, parce qu'on doit expérimenter, on doit comparer, on ne peut pas savoir nous autres mêmes. On n'est pas conséquentiel, on n'est pas mentalement suffisamment connaissant, savant de ce qui se passe pour en voir la relation avec nous-mêmes. Donc, on a besoin de se voir retirer ce que nous avons pour pouvoir découvrir que c'est plaisant. Remarque que dans la ville de Montréal, par exemple, on se plaint que c'est une ville pourrite. Mais à un moment donné, pour te faire prendre conscience que la ville n'est pas si pourrite que ça, on te rajoute des parcomètres tout partout. Fait que là, tu peux dire, c'était pas si pire. Mais là, c'est pourri. Puis à un moment donné, là, on te rajoute d'autres choses pour que tu dises, c'était pas si pire. Mais là, ça va plus. Et plus ça va, c'était pas si pire, mais là, mais c'est toujours là. Mais en fin de compte, c'est jamais là. Plus ça va mal, plus ça allait bien. Alors, c'est toujours le bon temps dans le passé. C'est tout. Mais il va dire, pourquoi? Parce que tu ne peux pas être sécuritaire dans ce qui change. Tu es sécuritaire dans ce qui ne peut plus changer. Et qu'est-ce qui ne peut plus changer sinon le passé? Les tabous, c'est autre chose. Le tabou, c'est un préjugé inconditionnel, un concept inconditionnel qui n'a aucune condition autour, c'est ça et c'est ça. Même la réalité, même l'expérimentation du contraire du tabou ne vient pas changer. C'est-à-dire que pour être sûr que nous n'allons pas expérimenter un tabou, nous allons venir avec suffisamment de préjugés pour pouvoir dynamiser notre idée de tabou de façon à ce qu'il reste tabou. Rentrer dans une église, un tabou banal qui commence à s'en aller, par exemple, c'est de maudire Dieu.
Si Dieu a un ego comme l'homme, si Dieu est digne d'être le roi des hommes, un roi avec des armées puissantes qui va protéger ceux qui flattent son ego et qui va détruire ceux qui nuisent à son ego, on ne peut pas maudire Dieu. Parce que Dieu est en maudit. Il va se maudire lui-même. On a eu ce genre de tabou. Le tabou sexuel, c'en est un. Qu'est-ce que c'est que le tabou sexuel? C'est ce qui empêche l'homme, c'est ce qui empêche la femme, ce qui empêche les enfants de pouvoir vivre d'une façon intelligente, c'est-à-dire que lorsque tu n'as pas besoin de vêtements, tu n'en portes pas, et lorsque tu en as besoin, tu en portes. Mais on a un tabou religieux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les intelligences dans l'Antiquité ont amené chez l'homme, dans le mental débutant de l'homme, dans l'intellect naissant, des connaissances des mécanismes de l'évolution. Et premièrement, l'énergie sexuelle, qui servait surtout à la création du corps mental et du cerveau, ne devait pas être dilapidée. Et on devait surtout attendre un certain nombre de temps avant d'avoir une relation sexuelle, donc disons de dilapider, mais à ce moment-là, ce n'était plus dilapidé, l'énergie sexuelle pour permettre au corps, même si on va jusqu'à 30 ans, disons 30 ans il était mort, à cette époque-là, disons jusqu'à 14-15 ans, pour permettre au corps d'avoir une transformation cérébrale suffisante, et ça, l'énergie sexuelle le permet. Donc, il était intelligent d'enseigner à l'homme de ne pas avoir de relation sexuelle avant telle ou telle année. Autre chose, l'homme, pour pouvoir accepter, parce qu'il ne comprenait pas la souffrance, alors on a dû lui donner l'idée que celui qui souffrait arriverait à un moment donné au ciel. Mais c'est normal, lorsqu'on parle du ciel comme niveau d'évolution, niveau vibratoire, ben la souffrance amène l'homme à souffrir la souffrance, ce qui amène l'homme à dynamiser son mental, ce qui amène l'homme à accepter l'énergie supramentale, ce qui amène l'homme à ne plus souffrir. Il est au ciel. La souffrance amène ça. Ce n'est pas parce que tu souffres toute ta vie et que tu meurs en souffrant que tu vas au ciel en mourant. Ça va souffrir où tu vas, en tout cas, parce que les énergies s'attirent. Alors, tu te ramasses avec un paquet de souffrants. Alors, ce qui arrive, c'est que cette souffrance, elle était donc essentielle pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle était essentielle, elle était karmique. L'homme ne connaissant rien des lois, ben l'homme souffrait ses lois. Lorsque l'homme se donnait des coups de marteau dans les pieds, ben il souffrait le karma d'un coup de marteau dans un pied. Alors, lorsqu'il découvrait la loi matérielle qui faisait que ça faisait mal, ben il tapait à côté. Ou sur un autre. C'était plus plaisant. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que, acceptant cette souffrance, l'homme, pour bien dynamiser, les prêtres ont interprété les connaissances qu'ils avaient, et pour bien faire comprendre ce qu'ils disaient, la souffrance, elle est nécessaire, même que la jouissance est anti-évolution. Et lentement, pas trop vite, l'homme a cru qu'il avait un plaisir immense dans la relation sexuelle. Mais l'homme n'a pas de plaisir dans la relation sexuelle, ni la femme. Il a une forme de sécurité par expérimentation, c'est-à-dire que lorsque l'homme a expérimenté un événement, lorsqu'il le répète, ben, il est sécuritaire. Donc, une sécurité. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de jouissance, plaisir égoïque réel dans la relation sexuelle, sauf évidemment chez certaines psychologies qui ont un ego, qui se sent inférieur aux femmes et qui doit coucher avec toutes les femmes qu'il rencontre pour se sentir supérieur. Même chose pour les femmes. Disons que ça c'est, presque pathologique, et ça on oublie ça. Dans la majorité pour le monde, on n'a pas de plaisir égoïque. On a une augmentation vibratoire vitale dans une relation sexuelle, ce qui augmente le taux vibratoire des énergies, ce qui, expérientiellement parlant, donne l'idée qu'il se passe quelque chose de bien. Et vu que c'est bien et que c'est sécuritaire, l'ego aime ça, mais il n'y a pas de plaisir dans la relation sexuelle comme quand tu prends un suçon ou quand tu vois un bon film. Ça n'a aucun rapport. Mais ce qui est arrivé, c'est que pour être sûr que l'homme peut avoir un plaisir d'avoir des enfants, un plaisir d'avoir une famille, mais pas dans la relation, même si à un moment donné, il y a une relation entre la relation et le plaisir. Bon. Mais ce qui arrive simplement, c'est que pour éviter qu'on gaspille l'énergie vitale qui sert à la création du corps mental et du cerveau, et en même temps pour que l'homme accepte la souffrance, pour pas que l'homme se suicide continuellement parce qu'il souffre, pour que l'homme se dise, si tu ne souffres pas, tu ne peux pas évoluer, et si tu souffres, Dieu est content. Tu vas pouvoir évoluer. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que l'homme devait souffrir pour pouvoir ne plus souffrir et contrôler lui-même la souffrance et non pas prier qu'on vienne l'empêcher de souffrir. Okay, mais on fait tout en haut pour le faire souffrir. Pas parce qu'on prie qu'on... Hein? Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, on a eu un tabou sur la sexualité, c'est-à-dire sur les organes sexuels, entre autres, sur les organes reproducteurs,
Parce qu'on a voulu, pendant longtemps, empêcher l'homme. Lorsque l'homme arrive à la connaissance, lorsque l'homme peut développer par l'énergie vitale son corps mental, l'homme peut acquérir la connaissance de sa vie. Il sait qu'il vit, il a un corps mental, il peut donc expérimenter dans le passé qu'il est là. Expérimentant qu'il est là, il tient à être là. Expérimentant ses plaisirs et prenant conscience qu'il a aimé telle chose, il a donc le désir de poursuivre. Et l'homme devient duel. L'homme connaît le bien et le mal, et l'homme est connaissant de ces choses. Donc, à cet instant, l'homme, on pourrait dire, pour faire un retour biblique, que l'homme a goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Et ce n'est pas connaître le bien et le mal, c'est de la connaissance, virgule, du bien, virgule, du mal. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, lorsqu'elle n'est pas employée à la reproduction, permet la création du corps mental et donc du cerveau. Ce qui fait que lorsque on dit Adam et Ève, la race adamique, humaine, disons, lorsqu'elle s'est mélangée avec la race adamique en Lémurie, lorsque Adam et Ève ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont pu découvrir, ils ont arrêté d'avoir une énergie vitale extérieure. C'était pas nécessairement une relation, mais on avait aussi une énergie vitale abondante dans l'aura. Lorsqu'ils ont éliminé ce genre d'expression vitale, ils ont commencé à développer leur corps mental, et automatiquement, et ce n'est pas un péché, c'est-à-dire que le seul péché qu'on a eu, c'est que la race adamique s'est mélangée avec la race humaine avant terme à cause de Lucifer, mais ça, disons qu'on en a déjà parlé, puis on va revenir plus tard. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que l'homme a eu la connaissance par l'énergie mentale, et pour pouvoir développer cette connaissance, il devait automatiquement éliminer les relations sexuelles. L'homme est devenu sexué à partir de la Lémurie, c'est-à-dire que c'était avant ça, l'homme pouvait engendrer comme par transpiration, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas un corps comme le nôtre, ça ressemblait beaucoup plus à un amibe. Mais à un moment donné, il a fallu que l'énergie sexuelle de cet homme soit divisée en deux, une partie pour construire le corps mental et l'autre partie pour la reproduction. Donc, pour la reproduction, il en manquait la moitié et l'homme est devenu bisexué, c'est-à-dire sexué, et l'homme devait donc s'unir avec la femme, c'est-à-dire l'homme avec l'homme, pour pouvoir enfanter. Parce que la moitié de son énergie vitale servait à la création de son cerveau. Mais on ne devait pas dilapider ces énergies pour permettre un avancement plus rapide de l'évolution de l'homme, ce qui fait que on a automatiquement, on prend la Bible, Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus. Mais pas tout nus. Mais ils ont découvert, c'est-à-dire que la Bible est quand même très tabou au niveau de la sexualité, parce qu'à cette époque, cela devait l'être. Et aujourd'hui, ben l'homme n'a presque plus besoin, il a besoin. Mais ce n'est pas le physique qui empêche l'évolution de l'homme. Ce n'est pas parce que vous allez voir une personne nue que vous n'évoluerez pas. Ce n'est pas parce que vous allez être nu que vous n'évoluerez pas. Dans l'état actuel des choses, ce serait même l'inverse. Mais évidemment, on a l'ego. On a l'image que l'on se fait de nous. Parce que bien souvent, l'image est bâtie avec les vêtements. Hein? Lorsqu'un policier vient de donner une contravention, ça va, mais s'il est tout nu, ça va plus. C'est normal. L'uniforme, c'est important. On construit l'image à partir des vêtements. Donc, on refuse de se soustraire à nos vêtements en public parce qu'on se soustrait de notre image. Alors, il n'y a pas de tabou au niveau de la sexualité, c'est-à-dire qu'il y en a un, mais il ne devrait pas y en avoir un. Il y a une intelligence dans le fait qu'à un moment donné, on a contrôlé l'homme, l'humanité non mentale, qui ne pouvait pas comprendre ce que j'explique aujourd'hui, et on leur a dit, faut pas être tout nu, donc c'est cochon, c'est salaud, etc. Alors, on a eu un moment donné où on avait des petites portes des pyjamas là, pour faire des enfants, c'était plus rapide, puis c'était plus sûr. D'ailleurs, le monde faisait ça dans le noir. Puis les enfants, c'était n'importe quoi, ils voyaient pas ce qu'ils faisaient, hein, je remarque. Je pense que, de toute façon, la première partie est finie. On peut dire, en finissant, qu'en fait, il y avait une intelligence quand même qui était très grande pour instituer des tabous semblables dans ce temps-là. Tout ce qui se passe sur la planète est manipulé par une intelligence. L'homme ne le voit pas nécessairement. Est-ce qu'on peut dire que les préjugés sont au niveau individuel, ce que les tabous sont au niveau collectif? On peut dire ça, oui, mais c'est pas nécessairement vrai. Certaines personnes peuvent avoir, à un moment donné, des tabous qui leur sont propres. Un tabou qui lui est propre, ça peut être, par exemple, on va même dire que c'est une phobie à un moment donné, mais c'est pas nécessairement une phobie, ça peut être un tabou religieux. C'est-à-dire que vous savez vous-même, parce que vous l'avez expérimenté, que chaque personne a un peu sa propre religion. Et certaines personnes, dans cette religion individuelle, dans cette religion propre,
vont, à un moment donné, développer des critères et ils vont développer une espèce de rituel qu'ils vont finir par déclarer tabou. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire autrement. Un exemple de chose tabou dans les habitudes humaines, c'est pas nécessairement spirituel ou religieux, c'est lorsqu'une personne fait un désir, bien souvent, lorsque l'on essaie de projeter ce qu'on ne veut pas avoir, on risque d'avoir ce que l'on veut. Autrement dit, si je pense qu'il va neiger, c'est parce qu'il neigera pas. Et ce qui est amusant, c'est la même chose que lorsqu'on commence à pratiquer la radiesthésie. Et ça, c'est un jeu des énergies. La radiesthésie, c'est lorsqu'on travaille avec un pendule. Alors, au début, on pose des questions à notre pendule et 100% des fois, ce qu'il répond est absolument vrai. Mais après une semaine de pratique, c'est toujours l'inverse. Donc, on sait que 100% des fois, c'est toujours l'inverse. Alors, s'il me dit non, c'est oui. Pourquoi? Les énergies s'amusent. Mais, il vient un moment donné qu'on n'ose pas pareil, ça fait que le pendule, il est bon à garocher au bout de nos bras. Parce que même s'il me dit oui, je sais que c'est non, je suis pas sûr. Et c'est le rôle même de ce phénomène. À un moment donné, on a des choses, par exemple, ne pas rentrer, ne pas se lever du pied gauche, ne pas se lever du pied droit, ne pas ouvrir la porte de notre frigidaire en pensant à telle chose, de telle manière, ça devient, comme tout à l'heure, je vous disais, presque des phobies. Ce sont des tabous. Des tabous psychologiques, mais hors spiritualité ou hors religiosité, mais ce sont des tabous. Alors donc, on a des tabous qui peuvent être très individuels. Les indigènes ont plus facilement des tabous collectifs, et plus l'homme se sociétise, disons, plus l'homme vit en société, plus l'homme a des tendances à laisser tomber le tabou collectif parce que égoïquement, il essaie de refuser la manipulation de la collectivité. Mais ce refus est une manipulation parce qu'il doit refuser d'être manipulé, donc il est manipulé à refuser d'être manipulé. L'homme ne le sait pas, il croit s'éloigner de ce genre de choses et il garde des tabous. Dans nos croyances, face aux extraterrestres, face à la science, face à l'avortement, face à la peine de mort, face à différentes choses, on va réagir à partir de tabous qui sont, et je répète, le tabou, c'est lorsqu'on a un préjugé, qu'on énergise d'une façon telle qu'on finit par vouloir l'opposer inconditionnellement à la réalité. C'est un tabou. Alors, on ne veut pas être convaincu, on ne veut pas risquer de changer l'idée, on ne veut rien savoir, c'est un tabou. Et ce tabou est une frontière psychologique, ce tabou est une frontière interdite qu'on ne doit pas passer parce que... Et ça s'arrête là. Oh, si on veut chercher le parce que, c'est parce que... Si on est religieux, c'est parce que Dieu l'interdit, parce qu'il y a des forces maléfiques qui vont venir nous prendre. Si on est moins religieux, disons qu'on se conscientise un peu, c'est parce que énergétiquement c'est pas bon, c'est parce qu'il y a un paquet de foutaises, un paquet de raisons qu'on va se donner. Mais de toute manière, un tabou, c'est une frontière psychologique déterminée par la psychologie qui est infranchissable parce que... D'où l'absurdité même du tabou. Si vous ne devez pas traverser le Grand Canyon à pied, en partant du haut de la falaise, là, pour traverser l'autre côté, c'est pas un tabou, c'est parce que c'est intelligent. Vous comprenez pourquoi? Mais si vous ne voulez pas le traverser parce qu'il faut pas, ben là, c'est un tabou. C'est sacré. Et c'est stupide. Alors, on a des tabous très individuels. Je pourrais vous en donner des myriades d'exemples. Disons, comme tout à l'heure, je parlais de votre porte de frigidaire. À un moment donné, on a déjà parlé de ce genre. Ce n'est pas nécessairement un tabou, mais pour certaines personnes, ça devient un tabou. Ne pas laisser sortir un membre à l'extérieur du lit quand on se couche le soir. Habituellement, c'est une peur superstitieuse. Mais la peur superstitieuse, lorsqu'elle est trop énergisée, devient un tabou. C'est-à-dire que c'est plus une peur, faut pas. Mais on a peur. Mais on a tellement énergisé que c'est un faux pas tout court. Alors ça, c'est un tabou. Le tabou est-il le parent de la superstition? Y a-t-il un lien? Bon, c'est un peu ce que je viens de dire. La peur superstitieuse, lorsqu'elle est trop énergisée, devient tabou. Et lorsque l'homme est tabou de ça,
l'homme arrive à un moment donné à pouvoir peut-être s'en sortir. Mais l'homme doit toujours arriver à bien percevoir les mécanismes qui l'empêchent d'agir. Lorsque vous ne pouvez pas agir et que vous ne comprenez pas pourquoi il ne faut pas ou pourquoi vous ne pouvez pas, ben, il y a un danger. On se rapproche de la spiritualité, on se rapproche des mystères, on se rapproche de l'occultisme, ce qui est absolument différent de l'ésotérisme. On se rapproche de la superstition. La superstition, c'est quoi? On va dire souvent qu'on est superstitieux lorsqu'on croit au diable. Mais est-ce qu'on est superstitieux lorsqu'on croit en Dieu? Quand est-ce qu'on est superstitieux? Quand on croit aux choses du mal, quand on pense aux choses qui nous causent des problèmes, lorsqu'on parle des forces négatives. Mais on est autant superstitieux lorsqu'on croit aux forces d'en haut. Et on peut avoir des tabous autant religieux comme une montagne blanche, comme une montagne noire. Comme l'Himalaya peut être un tabou pour certaines tribus himalayennes, tibétaines, comme on peut avoir des îles qui sont tabous, des statues tabous. Qu'est-ce que c'est que la superstition? La superstition, la croyance, la foi en n'importe quoi, c'est lorsqu'un amalgamation d'idées expérientielles ou non, mais qu'on réussit à mémoriser, lorsqu'on les colle tout ça ensemble, on finit par en faire un concept. Lorsqu'on attache de l'importance au concept, on en fait de la foi. Lorsque cette foi devient encore plus importante, elle devient une superstition, mais malgré que le mot superstition, on l'emploie pour parler des choses négatives et qu'on camoufle le même mécanisme, le même phénomène de croyance, d'espérance, sous le terme foi, est-ce que vous avez foi en le diable? Mais non. Mais vous croyez au diable. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Mais oui. Mais vous avez foi en un et en l'autre. Mais on dit superstition dans un cas et foi dans l'autre. Mais c'est le même mécanisme. Et cette foi, lorsqu'elle est encore plus énergisée, devient un tabou. Donc, on ne doit même plus prononcer le mot de Dieu. Alors, on va même l'appeler d'un autre nom. Alors, s'il s'appelle Yahvé, on va l'appeler Jéhovah. Pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Dieu a 3 noms. Le nom qu'il communique à l'homme, le nom que l'homme invente pour lui parler, et le nom mystérieux que personne ne connaît. Et ça, c'est une chose qu'on a dans beaucoup de religions et de beaucoup de petites religions. Alors, on a donc un tabou dans le nom. Ne pas parler de la mort, c'est tabou, mais ça peut être... alors, on a des tabous individuels, disons, comme je pourrais en nommer des paquets, mais là, je pourrais nommer 1 million de tabous, puis pas réussir à vous faire voir que c'en est un, parce qu'il pourrait ne pas vous toucher. On demande ici, c'est quoi le processus d'élimination d'un tabou? Être à bout. La conscientisation ou encore la mentalisation, mais non pas l'intellectualisation d'un phénomène tabou, va énergiser l'homme pour l'amener à passer par-dessus le tabou. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, une chose tabou, c'est quelque chose qui dégage par l'énergisation qu'on a opérée autour, donc par l'égrégore qui rend la chose taboue, une forme d'énergie qui peut même être dangereuse. Lorsque, par exemple, on va se promener dans une jungle ou dans une forêt et que l'on va rencontrer un cimetière, un endroit sépultural où on a enterré des prêtres, où on a enterré des guerriers, où on a enterré une population, et cette région, elle est taboue. Comme la pyramide, par exemple, de Toutankhamon était tabou. Toutankhamon, prenons cet exemple, disons, s'est arrangé pour que son sépulcre soit tabou. Et ce n'était pas la même chose pour Khéops, pour Mykérinos, pour Képhrène, pour un paquet d'autres grands pharaons. Toutankhamon, ce qui veut dire celui qui est dévoué à Amon, a succédé à son père Toutankhaton, celui qui était dévoué à Aton, fils d'Akhenaton, etc. Et ce qui est arrivé, c'est que lui connaissait des mécanismes égrégoriens, des mécanismes qui permettaient à ses prêtres et à lui-même de créer dans l'astral une énergie protectrice qui ferait en sorte que la pyramide, dont l'endroit où il reposerait par la suite, serait tabou. Pourquoi tabou? Parce que c'est sacré,
Et comme dit un de mes amis, quand c'est sacré, ça crée quelque chose. Et c'est donc tabou parce que ça crée quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'une personne décide à un moment donné, « Oh, mais c'est tabou, mais moi je ne crois pas à ça. » Il peut y avoir des dangers si tu n'as pas l'énergie suffisante pour pouvoir brimer l'énergie du tabou. Lorsque c'est un tabou psychologique que vous avez vous-même, même si à un moment donné vous dites « Oh, mais c'est pas grave », vous risquez d'être poursuivi par après, d'être poursuivi par cette énergie du bris du tabou. Alors, ça reste dangereux parce que l'homme va se culpabiliser, c'est un tabou psychologique, mais on a des tabous, des choses réellement tabous, qui sont tabous parce que ça crée, justement, ça crée quelque chose. Le tabou sexuel, qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est qu'il est répandu à l'échelle de ce qui est évolué. Et évidemment, le fait de briser ce tabou nécessite une préparation psychologique. Même si c'est absurde de devoir se cacher, lorsqu'il fait soleil et lorsqu'on pourrait se baigner dans un beau lac, plein de monde autour de nous autres, je te parle, c'est sûr que tout le monde comprend bien que c'est pas tabou quand tu es tout seul. Même là, il y en a bien qui ont peur. Mais quand même, quand c'est plein de monde, on comprend. Mais on n'a pas l'énergie psychologique suffisamment élevée ou l'énergie mentale suffisamment élevée pour pouvoir balayer le tabou. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu dis à un enfant de 14 ans que c'est niaiseux, puis tu le prends, tu le déshabilles, que tu règles son problème. Tu incrustes, parce qu'il n'a pas l'énergie mentale pour pouvoir énergiser la psychologie de façon à ce qu'elle brime le tabou. Donc, le tabou, pour pouvoir l'éliminer, on doit s'énergiser suffisamment. Les personnes qui sont rentrées dans la pyramide de Toutankhamon ont pu lire à la porte une inscription qui disait « Les ailes de la mort toucheront tous ceux qui dérangeront le pharaon ». Après en être sorti, la deuxième personne à être entrée après celui qui a découvert la momie a été piqué par un insecte et il en est mort. Bon, c'est une bagatelle, je veux dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de choc anaphylactique suite à une piqûre d'abeille, par exemple. Bon, ou de guêpe. Mais ce qui est arrivé, c'est que en 15 ans, presque tous ceux qui ont eu affaire avec la momie de près en sont morts. Alors, on a eu à un moment donné une personne qui fait des autopsies qui est morte au Caire. En même temps qu'il mourait, cette personne, on a eu une panne d'électricité qui a duré 15 minutes sur le Caire et on n'a jamais compris la cause. Son chien, en même temps, à New York, a hurlé à la mort et en est mort. Une semaine après, l'infirmière qui l'avait soigné en est morte. À Paris, à un moment donné, le directeur du musée a rêvé de ne pas présenter la momie en public. Il l'a présentée une semaine après, son avion s'écrasait quand il s'en allait à New York pour pouvoir organiser l'exposition subséquente du pharaon. On a annulé la présentation à New York. On l'a ramené, je pense présentement, on va en avoir une à New York, on en a eu une, puis on va en avoir une à Montréal. Mais chaque fois que cela arrive, on a des problèmes. Il va venir un moment donné où l'énergie astrale de cette momie qui a été libérée lorsqu'on a ouvert le temple, disons, va être dissoute dans l'astral digéré, donc on n'aura plus de tabou. Mais elle était taboue à cette époque parce que tous ceux qui ont voulu pénétrer dans le temple en sont morts. Pourquoi, Daniel, ce pharaon-là, il y avait des avantages à rendre sa pyramide taboue? Non, il avait une foi, une croyance dans le mécanisme de l'anti-réincarnation, c'est-à-dire que lorsque le corps physique ne peut pas pourrir, il ne peut pas pourrir parce que l'énergie vitale est conservée dans le corps physique. L'énergie vitale étant conservée dans le corps physique, même si elle n'est plus énergisée de façon à animer le corps physique, interdit la dissolution de l'énergie astrale, donc l'ego dans son âme reste intégral, ne peut pas être dissous, donc ne se réincarne plus, il ne suit plus le processus de la réincarnation évolutive, donc il n'y a plus de mécanisme apparent de naissance-mortalité, et comme le disait Bouddha, de naissance-souffrance, mortalité-souffrance, puis entre les deux souffrances. Alors, quand tu ne te réincarnes plus, tu viens de te libérer du schéma de la souffrance, à la condition que tu aies l'énergie suffisante pour ne plus te réincarner, et non pas à la condition qu'on rabaisse ton taux énergétique de façon à ce que le processus puisse plus fonctionner. Donc, les pharaons souffrent éternellement en enfer, même s'ils ont cru pouvoir se libérer parce qu'ils étaient des dieux, ils ont refusé la réincarnation. Alors, c'est simplement, disons, lui a dynamisé ça à partir de certaines méconnaissances de connaissances données par les énergies. Donc, il y a un tabou, mais il a raison d'être tabou parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais ce temple avait encore tous ses trésors. Et il n'a pas pu être pillé comme les autres temples. Il était protégé. Alors, plus ça allait, évidemment, moins l'énergie protégeait. Les tabous, on en retrouve souvent
pour pouvoir éliminer un tabou, il faut énergiser son mental. Donc, intellectualiser, cela veut dire adapter le phénomène avec ce qu'on croit comprendre du phénomène. C'est de l'intellectualisation, mais encore là, cela peut bannir la réalité. Mentaliser quelque chose, cela est plus haut que l'intellectualisation. Cela veut dire ne pas partir avec un préjugé et essayer de s'arranger pour que le préjugé ne soit pas trop déformé par rapport à ce que tu veux expliquer. Ça, c'est l'intellectualisation. Alors, l'intellectualisation, c'est pas bon. L'intellect, c'est le mental naissant. Il reste coloré et assujetti à l'émotion de l'astral, donc de la psychologie de l'homme. Pour se libérer d'un tabou, nous devons nous mentaliser, donc par un processus analytique, disons, ou expérientiel, mais le plus proche possible du moment présent. Expérimenter. Qu'est-ce que c'est le processus expérientiel le plus proche possible du moment présent? C'est l'observation. Lorsque l'homme s'observe, il mentalise, c'est-à-dire qu'il mémorise dans une forme mentale, c'est-à-dire qu'il prend un sac de papier, disons, qui est mental, et l'information mémorielle, il la met dedans. Et il met ça dans sa mémoire. Ce qui fait que lorsque le mental recherche l'événement mémoriel, il peut le reconnaître parce qu'il est dans un sac mental. Lorsque tu ne t'observes pas, l'événement est mémorisé. Mais le mental fouille à l'intérieur et lorsqu'il reprend des morceaux de l'événement, c'est toujours coloré avec d'autres choses, ce qui fait qu'on ne peut jamais avoir une vue claire par la mémoire émotive. Donc, lorsque la personne s'observe, elle est capable, lorsqu'elle vit le surpassement d'un tabou, elle est capable de s'observer de façon à s'énergiser, c'est-à-dire qu'elle transmute l'énergie suggérée par le tabou en énergie mentale qui va l'amener à comprendre le tabou, à comprendre l'absurdité ou le pourquoi cela est ou a été tabou. Disons que, pratiquement, facilement, l'homme doit, pour commencer par des petits tabous, et s'habituer lentement à les surpasser. C'est-à-dire que ça demande une préparation psychologique. Mais la préparation psychologique ne veut pas dire que si tu veux aller dans un camp nudiste, tu commences par ôter ton chapeau. Hein? Et puis lentement, tu changes de lunettes, parce que les verres fumés, c'est aussi un habillement. Et là, tu ôtes une manche, hein, puis tu ôtes l'autre manche, puis un bouton, puis deux boutons. Là, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui entraîne une peur. Tu dois te préparer avant, c'est-à-dire te programmer, te conditionner, on pourrait dire aussi, et à un moment donné, tu t'en vas tenter l'expérience. Si tu viens pour le tenter et que tu ne peux pas, tu n'insistes pas. Parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt. Tu risques d'en subir des séquelles. Et à un moment donné, tu vas dans un camp de nudistes, par exemple, et tu décides que tu t'essayes. Bon. Et tout le paquet de préjugés risque de pas fonctionner, tu vas être trop gêné. Bon, ça marchera pas. Et ça risque d'être beaucoup mieux si tu prends pas un bon coup de soleil, évidemment. Bon. Alors, et si tu vas l'été. Bon. Alors, ce qui fait que les tabous, tous les tabous que l'on a, qu'ils soient religieux ou non, on doit étudier d'une façon mentale, on pourrait dire intellectuelle, mais comme je vous dis, l'intellect, c'est le mental coloré. Donc, on doit étudier les mécanismes qui font que c'est tabou. Pas nécessairement ce que cela fait chez nous. Ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Parce que si on étudie que ce que cela fait chez nous, cela peut nous rendre plus insécures. Ça fait ça, puis je veux pas. Fait que je veux pas. Non, faut étudier simplement le pourquoi c'est tabou. Et je ne peux pas vous donner une recette miracle à prendre chez vous pour éliminer les tabous. La personne doit découvrir premièrement ce qui est tabou pour elle, ou ce qui est superstitieusement, disons, limitatif pour elle, ou ce qui la nuit, disons, parce qu'on va jusqu'au tabou. Et par l'étude des mécanismes qui font que c'est tabou. Pourquoi le sexe est tabou lorsque tu comprends, c'est déjà moins pire. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu t'énergises à pouvoir passer par-dessus. Pourquoi? Parce que dans ta mémoire, tu as l'apprentissage qui ne veut pas se transformer et elle s'oppose à ce que tu vives la chose. Alors, quel que soit le tabou, tu dois étudier les mécanismes qui font que c'est tabou pour toi et que c'est tabou pour autrui. Sachant pourquoi c'est tabou pour autrui, tu connais donc les mécanismes qui ont généré l'éducation qui rend ce tabou pour toi, et sachant pourquoi c'est tabou pour toi, tu peux t'en sortir. Je vais te poser la deuxième partie de la question ici. À qui profite le tabou? Les mystères, etc. Le tabou profite évidemment à l'énergie qui suscite le tabou. C'est-à-dire que lorsque c'est évolutif,
le tabou profite à ceux qui évoluent, donc évidemment à la population, même si la population en est inconsciente, comme le tabou sexuel. Présentement, les tabous, aujourd'hui, vu qu'on est suffisamment mental, peuvent profiter aux industriels, aux publicistes, et à plusieurs autres choses dans le genre. Ça peut profiter aux religieux, ça peut profiter aux prêtres, aux maîtres, aux gourous, aux bichous, à tout ça. Ça peut profiter à plusieurs personnes. Mais dans la réalité des choses, quand le tabou profite à quelqu'un, c'est réellement secondaire. Ce n'est pas un tabou n'est jamais formé pour profiter, pour servir quelqu'un. C'est sûr qu'on a certains prêtres qui, dans des petites populations, vont déclarer certaines choses tabous parce que dans cette région-là, ils cachent tout ce qu'ils volent. Mais disons que c'est très limité, c'est autochtone, c'est dans des petites régions très particulières, mais on n'a plus ça aujourd'hui, là. Alors, le tabou profite réellement secondairement, mais ce n'est pas le but d'une chose tabou. Le but d'une chose tabou, c'était simplement parce que l'homme ne comprenait pas certaines choses, c'était pour amener l'homme à ne pas risquer une destruction, une perte d'énergie ou différents mécanismes, pas nécessairement reliés au tabou. Un tabou religieux, par exemple, peut énergiser la religion, pas le tabou. Le tabou, il n'est pas là pour se protéger lui-même. Il peut énergiser la religion, comme il peut être là pour protéger le pharaon. Hein? Alors, c'est bien important de voir que, comme par exemple, un crucifix est tabou, pas pour le crucifix. Mais c'est ça, c'est ce tabou qui fait que tu respectes le tabou, la chose sacrée, ce qui fait que ça énergise inconsciemment le respect de la religion. Comme tu peux avoir un cimetière tabou, parce que le cimetière est tabou parce qu'il se protège lui-même. Alors, disons que tu as plusieurs formes de tabous, et ces tabous ne profitent à personne, sauf secondairement parce que certaines personnes profitent du tabou. L'ésotérisme n'est-il pas perçu comme un sujet de discussion tabou par la majorité des gens? Non. Non, pas par la majorité des gens, parce que de moins en moins, c'est vrai. Par beaucoup de gens. Mais ce qui arrive surtout, c'est qu'on a toujours le préjugement, hein, on a une idée préconçue qui fait on ne se risque pas à parler d'ésotérisme ou de n'importe quelle foutue chose parce qu'on s'imagine qu'on est anormal, marginal ou spécial ou divin ou n'importe quoi. Là, il y en a qui se prennent bas, il y en a qui se prennent haut. Et dans la réalité des choses, c'est faux. J'ai déjà donné un exemple qu'on était dans un restaurant et on parlait, puis à un moment donné, j'ai fait taire la personne qui me posait une question similaire. Et puis, à côté de nous, ben, les choses qui se parlaient, c'était psychologique, c'était de drogue, c'était d'ésotérisme, c'était de religion. En fin de compte, la majorité des personnes en parlent. Si on regarde simplement le nombre d'émissions de télévision, le nombre d'émissions de radio sur le domaine psychologie, psychologie ésotérique, religiosité, spiritualité, occultisme, etc., tous les genres d'événements ésotériques au Palais des Congrès, pour qu'on loue une salle, Palais des Congrès, pour faire un truc ésotérique comme on en a eu un dernièrement, Salon de l'ésotérisme, ben, à un moment donné, je pense que c'est plus tout à fait vrai. Parce que dans l'ésotérisme présentement, et si vous saviez ceci, dans les gros ordres comme la franc-maçonnerie, l'ordre de la Rose-Croix, la majorité des religions, des sectes, c'est plein d'hommes d'affaires, de médecins, de professeurs. Ce ne sont pas juste des personnes qui cherchent. Il y a aussi des personnes qui trouvent des choses. Et on s'imagine que c'est une espèce de classe de monde. Mais c'est faux. On en a de tous les genres. On a des policiers, on a de tout. Et on en a partout. Sauf que, exactement comme parler de mort, ben, tout le monde, à un moment donné, se pose des questions, mais on n'en parle pas. C'est pas tout à fait tabou, mais ce l'est presque. Mais ce n'est pas, l'idée même, l'ésotérisme n'est pas tabou. L'ésotérisme, la majorité du monde sont intéressés à ça. À Noël, commencez à parler d'ésotérisme avant que le monde soit chaud, là. Puis vous allez voir que ça va participer. Dans n'importe quelle réunion, de toute façon, si vous commencez à amener des choses, évidemment, si l'ego familial ou l'ego de l'entourage veut pas admettre que vous connaissiez des choses qu'ils savent pas eux autres, mais c'est pas parce que c'est ésotérique. Là, c'est une guerre d'ego. Mais l'ésotérisme, de plus en plus, il faut bien comprendre que l'ésotérisme, ce n'est pas juste la cristalloscopie, le tirage dans les boules de cristal, puis les cartes. L'ésotérisme, c'est beaucoup plus de la psychologie ascensionnelle, évolutionnelle. La psychologie ésotérique, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'anime. Ça, c'est des conférences de psychologie ésotérique. C'est des conférences d'ésotérisme pur. Alors, l'ésotérisme n'est pas tabou, elle n'est pas... On la cache parce qu'on s'imagine que les autres sont pas prêts.
Et c'est faux. La majorité du monde sont prêts et sont même prêts à en parler. Pourquoi la mort est-elle un sujet plus tabou en Occident qu'en Orient? Pour la simple raison qu'on meurt beaucoup plus en Orient qu'en Occident. Alors évidemment, ça allait être bien gros à en parler en Orient, c'est une chose courante. Et autre chose aussi, c'est qu'en Occident, vous ne vous occupez pas de vos morts. Hein? Vous les lavez pas, vous les parfumez pas, vous les exposez pas, vous les enterrez pas, puis vous les brûlez pas. Donc, la mort, il meurt, on soustrait ça immédiatement de la vie psychologique de la famille pour s'en occuper. Tu payes pas, parce qu'énergétiquement, pareil, il faut que tu souffres, d'une manière ou d'une autre, mais on soustrait. Et si on va aux Indes, ben, c'est fréquent de voir une famille brûler son cadavre. Hein? On va en Orient, c'est fréquent. On va même au Guatemala, on va dans les pays sous-développés, c'est fréquent. Tu vis avec la mort, ce qui fait que tu peux pas te dire que la mort est fausse. Parle pas de ça. Pars, il est mort. Ben, parle-en pas, faut l'enterrer. Alors, ce qui fait que c'est plus facile là-bas, disons, d'en arriver là-dessus. Nous, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on a connaissance de la souffrance, étant donné qu'on a une énergie qui nous permet de souffrir lorsque l'on souffre, de souffrir, on est capable de se dynamiser suffisamment, de se servir du mental, le naissant, de l'intellect, pour arriver à essayer de contourner la souffrance. Donc, on a accès à plus de plaisir, de jouissance de la vie et plus de souffrance. C'est-à-dire qu'on en est plus conscient de notre souffrance, donc elle est plus souffrante psychologiquement pour nous. Et vu qu'on a plus de jouissance alternativement avec la souffrance, on prend plaisir à la vie, donc on veut vivre plus longtemps, on ne veut plus mourir, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la personne qui peut se déguiser en clou quand elle met un chapeau de soldat sur sa tête, là, qui est tout maigre. Ce n'est pas nécessairement le cas pour cette personne-là, parce que elle, la mort, c'est une libération. Mais pour l'homme qui a une possibilité matérielle de jouissance, la mort, c'est une privation dans sa tête. Alors, on essaie de ne pas parler de choses qui nous amènent à vivre dans la réalité. C'est normal de mourir. Puis c'est pas plus attristant de voir un enfant mourir qu'un homme ou un adulte mourir ou qu'un vieillard mourir. Dire sa mort, c'est la même chose. Parce que dans 150 ans d'ici, l'enfant qui soit mort à 15 ans ou à l'âge de 90 ans, ils sont plus là pareil. C'est pas plus attristant. Pour nous, ça l'est plus pour un paquet de concepts et de raisons psychologiques. Évidemment, si tu peux sauver l'un ou l'autre, c'est plus intelligent de sauver l'enfant parce qu'il y a plus d'expérience, c'est plus pratique dans l'évolution planétaire qu'une personne âgée. Mais il n'y a pas de raison émotive. Alors donc, on refuse de parler de la mort parce qu'on refuse de prendre conscience qu'à un moment donné, que la parole que l'on sait vraie, mais qu'on l'oublie, que ça sert à rien d'accumuler parce qu'à un moment donné, tu perds tout. Tu meurs. Ben, on veut pas la vivre. On veut pas en prendre conscience. Alors, nos mortalités sont beaucoup plus souffrantes pour nos vivants que dans les pays où c'est normal de parler de la mort. Tu rencontres une femme, alors moi j'ai eu 15 enfants, j'ai perdu 7. T'as-tu bien dérangé? Bah, franchement, non. Puis ici, ben, je veux dire, j'en ai 3, on est perdu 2, ben, même si en pourcentage, ça change rien à la réalité, mais c'est beaucoup plus souffrant pour nous. Alors, on essaie de s'arranger pour empêcher des personnes qui devraient normalement mourir, on essaie de les empêcher de mourir. Et c'est un crime aussi sadique que de tuer quelqu'un. Quand un corps a fini son évolution dans ce corps-là, quand tout ça a atteint son terme, et tout ça devrait s'en aller, bien évidemment, le forcer à vivre, c'est l'empêcher de naître, de l'autre côté. Et s'il essaie de naître, puis tu le tues pour le ramener là, puis il veut naître, tu le tues, bien à un moment donné, il y a un problème. Quand la personne peut vivre, ça va, mais lorsque ce sont des machines, pour différentes raisons dont je ne parlerai pas, qui amènent l'homme à vouloir garder l'homme en vie, à un moment donné, on disait, si Dieu l'appelle, ça va, mais Dieu dit qu'on doit sauver la vie, parfait. Mais quand Dieu veut le ramener et que tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? En ce qui concerne l'organisation même de tous ces mécanismes-là, ben, le mental, à un moment donné, va réussir à s'énergiser suffisamment pour pouvoir éliminer tous ces processus de tabou qui sont des processus exagérés de croyance. Et la croyance, je le répète encore, ce n'est pas savoir, c'est espérer que ce qu'on pense est vrai. C'est rien que ça, la croyance. C'est pas... Tout ce qui est du domaine du sacré est tabou. Pourquoi? N'y a-t-il pas là exercice d'un pouvoir, d'une certaine manipulation? Évidemment. Si c'est sacré, c'est parce que
on vénère. On est capable, quand on rencontre quelque chose de sacré, d'accepter, sans s'en rendre compte, sans condition, de donner de notre énergie à cette chose pour la dynamiser. Si je suis sacré, tout le monde m'amène des fleurs, des bonbons, de l'argent, des cossins. Si je suis pas sacré, ben là, tout le monde s'en balance. Mais on peut avoir un menhir qui est sacré. Hein? On peut avoir des statues de pierre sacrées. On peut avoir une croix de bois sacrée qu'une personne qui souffle dessus. Puis ça, c'est sacré. Pourquoi? Parce que ça nous sécurise, parce que c'est traditionnel, parce que c'est énergisé par des millions de personnes qui l'ont cru, et ce qui fait qu'on n'ose pas perturber. Vois-tu, qu'est-ce que c'est qu'une chose sacrée? L'homme refuse de transformer ses mémoires. C'est pour ça qu'on n'accepte pas que notre fils, notre fille, sac son camp chez nous à un moment donné. Parce que la maison est plus là, puis dans mes mémoires, elle est là, comme elle est plus là, je souffre. Je souffre pourquoi? Parce que je refuse la transformation de ma mémoire. Qu'est-ce que c'est une chose sacrée? C'est une mémoire collective. Et une tradition, c'est une habitude collective, et une chose sacrée, c'est simplement une mémoire qui, dans l'astral planétaire, date de longtemps. Et pour les mêmes foutues raisons, on ne veut pas perturber cette mémoire. Donc, on vénère cette mémoire comme on vénère la mémoire d'une personne qui est morte, comme on vénère une chose qu'on a aimée extraordinairement. Quand je dis qu'on la vénère, on veut la revivre, on veut la reconnaître, on y pense de temps en temps, on pense à notre chien, jusqu'à temps qu'on a un autre. Mais la chose sacrée, c'est que toute l'énergie de toute cette population qui est passée sur la Terre, de tous ces martyrs qui sont réels ou qui sont faux, de tout ce qui a été énergisé, qui a créé cet égrégore qui est parvenu par nos traditions, par nos enseignements, dans des livres sacrés, c'est-à-dire dans un livre que tu ne dois pas transformer. Parce que si tu le transformes, tu transformes la mémoire égrégorienne de cette énergie. C'est comme de dire que tous ceux qui sont passés avant toi, qui t'ont créé, ont cru à des choses fausses. Donc, étaient stupides. Mais ils n'étaient pas stupides, ils étaient comme ça. Alors, pour eux, tu ne veux pas transformer la mémoire de ta collectivité, une mémoire d'hérédité, une mémoire ancestrale, et c'est sacré. Tu attaches une importance et tu refuses de la transformer. Toutes les mémoires spirituelles, même si tu en crées une à un moment donné, qui fait que le gros bouton percé d'un trou avec un ruban 3 couleurs devient un médaillon ésotérique, il a des pouvoirs extraordinaires. Ce n'est pas le médaillon, même s'il n'a pas une hérédité, disons, le médaillon n'a pas été porté par 85 personnes ou 800 prêtres, vu que c'est spirituel et que ça a un pouvoir, tu te rattaches encore une fois à l'égrégore ancestral, héréditaire, de ces choses mystérieuses qui amenaient un pouvoir à l'homme, même si l'homme ne le méritait pas. Tu n'avais qu'à voler une bague ou une toison d'or pour avoir des pouvoirs. Donc, tu te relis à ce schéma grégorien et à un moment donné, tu vas refuser de piler sur ton médaillon, même si c'est un bouton. Sauf si tu n'apportes rien, parce que là, égoïquement, c'est comme dans les religions, tu magasines à un moment donné. Alors donc, une chose sacrée, pourquoi qu'elle est sacrée? Ça nous manipule parce qu'on ne peut pas agir comme l'on voudrait agir, on ne peut pas être créatif, elle nous manipule, donc on exprime sa chose elle-même, on ne peut pas être créatif, et en plus, elle dirige un peu nos actions et nos pensées. Une chose est sacrée est tabou parce que on ne veut pas transformer la mémoire de héréditaire ou la mémoire ancestrale parce qu'on a une représentation, une projection psychologique dans notre mémoire à nous, ce qui fait que transformer une mémoire, ce n'est pas bon parce que ça prouve comme la mortalité, que l'homme est mortel, ça prouve que nous aussi on peut être transformé. Si je dis et je déclare que le Nazaréen n'a jamais existé, que tout ça est de la foutaise, que si on a eu de très bons romanciers qui ont écrit la Bible, ben cela nous perturbe parce que premièrement, il y a notre fondement sécuritaire qui bouge, mais si moi je le fais, pourquoi je ne le ferai pas nécessairement? Pourquoi c'est sacré et tabou? Évidemment, tant que l'énergie de cette chose sacrée me hante, je ne pourrai pas le faire, parce que je vais souffrir, parce que je suis relié à cette mémoire et je refuse de transformer cette mémoire. Je refuse de la déclarer fausse. Je refuse de dire qu'elle n'est pas mémorielle parce qu'elle n'a pas existé, ou qu'elle n'est pas authentique parce qu'elle a été transformée. Donc, les religions, ces choses-là restent sacrées parce que on a peur. Et les transformer, ça crée quelque chose chez l'homme, quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est donc épeurant parce que pas connu. L'homme va donc s'entretenir
l'homme va nourrir ses mémoires, même s'il quitte la religion. Évidemment, à un moment donné, lorsque l'homme a été suffisamment possédé par la religion, il finit par tout maudire, tout casser. Mais il restera toujours avec des choses taboues qui seront tributaires de cette religion, même s'il la crie après, même s'il la maudit. On maudit Dieu, à un moment donné, on le recherche, puis on n'est jamais sûr. Alors, les choses taboues, tant que ce n'est pas réellement réglé par l'énergie mentale, ils nous hantent. Même petit à petit, ils nous hantent toujours. Dans un autre ordre d'idée ici, pourquoi les Amérindiens avaient-ils des montagnes tabous et des montagnes sacrées, en fait? Toujours dans un ordre d'idée, mais en fin de compte, je réponds toujours aux questions avant qu'on les pose, je pense. Parce que la montagne était une représentation des ancêtres. Parce que s'était passé quelque chose sur la montagne. La première fois que l'Indien, l'Amérindien, a vu sur le haut d'une montagne un troupeau de bisons immense foncer sur son village, et qu'en même temps, juste sur le haut, il entendait le tremblement, et cette montagne, juste sur le haut de la montagne, il a vu apparaître un immense bison blanc, un bison albinos, un immense bison blanc, mais puissant, qui a dévié le troupeau, parce que le bison était le chef, et lui, il s'en allait pas sur le village. Le troupeau a été dévié, automatiquement, ce bison blanc, parce que dans la tradition, l'évolué est toujours blanc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'amalgame des énergies lumineuses, disons, c'est une représentation symbolique, mais on est blanc. Les Incas recherchaient le dieu blanc, et quand les Espagnols sont venus, les Incas ont trouvé Dieu. Et Dieu les a tués, d'ailleurs. Alors, les Amérindiens aussi, leur dieu était souvent blanc, et le blanc représentait la pureté, le noir, les forces maléfiques, et il s'est passé quelque chose qui a été compté par après, et on vénère la montagne parce qu'il y a quelque chose qui a sauvé, parce qu'on a une représentation ancestrale. Si on a enterré un grand chef sur la montagne, si sur cette montagne on s'imagine que l'homme de cette tribu, disons les Apaches par exemple, ou les Cheyennes ou les Iroquois, est apparu sur cette montagne, donc encore là c'est ancestral. Alors la montagne elle est sacrée. Et cette chose sacrée va même être respectée par n'importe quelle tribu, même guerrière ou ennemie, parce que ce serait un sacrilège envers les grégores encore religieux de ces différentes tribus. Si un Cheyenne, par exemple, pénètre dans le territoire sacré d'un Pawnee, il risque de se voir puni par ses propres dieux. Alors, ce qui fait que le Manitou était appelé, disons, par différents termes, mais les Indiens arrivaient quand même à s'entendre sur les bases, malgré que chaque race avait vu son apparition en premier. D'ailleurs, c'est l'apanage de toutes les races, de tous les go humains. Et on avait donc, encore une fois, une représentation des ancêtres dans cette montagne, dans cette plaine, dans cette rivière, comme le Gange aux Indes. Alors donc, c'est le même mécanisme, simplement, c'est qu'on vénère, c'est une religion d'ancêtres. Et on vénère donc la mémoire. Nous, on ne croit plus à nos ancêtres, mais nos livres sacrés viennent de 2000 ans. Alors, c'est encore là une croyance ancestrale. Et c'est ça qui crée dans la religion les choses sacrées. OK. Votre programme Maître Contrôleur PMC permet-il réellement de se libérer des tabous et des préjugés, et de quelle façon? Oui, non, peut-être. Le programme Être contrôleur, c'est un programme qui est fait en fonction d'énergiser le corps mental, et étant donné que par l'énergisation du corps mental, on arrive à équilibrer ces phénomènes psychologiques, émotifs, mémoriels et astrales, évidemment, la personne arrive à sublimer certains tabous. De toute façon, dans le programme Être contrôleur, on a aussi des exercices pratiques qui se font à l'extérieur. On a plusieurs choses, disons, je ne veux pas parler parce que ce serait de la vente et je veux pas que la personne vienne pour ces choses-là, mais à un moment donné, on a des choses qui permettent à la personne d'avoir suffisamment peur pour ne plus faire le PMC ou encore pour sublimer ses tabous. OK. Les préjugés... Faites-vous-en pas, on vous demande pas de venir à un cours à poil. Les préjugés, les tabous et toutes les autres bébites du même genre, basés sur la crainte, la peur de l'inconnu, ne sont-ils pas finalement un affront à l'intelligence réelle de l'homme du Verseau? Ce que la personne dit est sans doute vrai pour elle. Disons que le mot affront est souligné, mais en réalité, il n'y a pas d'affront au mental. C'est un affront au mental que de penser que le mental peut subir un affront.
il n'y a pas d'affront à quoi que ce soit. Parce que voyez-vous, l'homme du Verseau va devenir l'homme du Verseau parce qu'il y a eu l'homme du Poisson pour le supporter. Et s'il n'y aurait pas eu l'homme du Poisson pour supporter l'homme du Verseau devrait être l'homme du Poisson. Ce sont des marches. Donc, il n'y a pas d'affront. Présentement, l'homme est suffisamment énergisé pour comprendre ces mécanismes et il est suffisamment énergisé parce qu'il a appris à souffrir la souffrance et il a appris à souffrir lorsqu'il souffrait parce qu'il a appris à souffrir tout court et il a appris à souffrir tout court parce qu'il était suffisamment imbécile pour ne pas comprendre les mécanismes qui régissaient son évolution, parce qu'il a voulu évoluer psychologiquement, donc accélérer l'évolution au détriment de l'intelligence, et l'homme a donc créé un cadre d'évolution souffrant, et ce n'est pas un affront à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'homme du Verseau, et le Verseau va durer quelques 2200 ans, donc l'homme du Verseau va se libérer de ces mécanismes. Hein? On est au début de l'époque du Verseau, on est dans l'énergie du Verseau. Mais c'est une énergie très versatile parce qu'elle est mélangée avec l'énergie du Poisson. Et c'est normal, on passe une phase de transition et il n'y a pas d'affront. Il n'y a pas d'affront à quoi que ce soit. Il y a simplement un mécanisme normal. L'homme va gagner, c'est-à-dire que l'énergie mentale va gagner sur l'énergie astrale. Et il n'y a aucun affront lorsqu'on est vainqueur. Et de toute manière, l'énergie de l'astral fait certaines choses, elle essaie de s'auto-énergiser pour se protéger, c'est normal, elle refuse de mourir. C'est exactement comme si je vous disais, pour pouvoir arriver à vous énergiser, disons, à évoluer, à vous conscientiser, à vous perfectionner, à vous améliorer, vous devez mourir. Ben, vous allez tout faire pour rester en vie. Est-ce que c'est un affront à quoi que ce soit? Non. Vous êtes dans une énergie qui vous oblige par l'instinct de survie. Et on a 3 instincts de survie. L'instinct physique, l'instinct vital et l'instinct psychologique, qui prédominent souvent sur les 2 autres. Et par ces énergies, vous allez refuser la mort. Ce n'est pas un affront, c'est un processus normal. Et à un moment donné, vous allez comprendre et vous allez accepter certaines choses. Mais si vous vous tuez avant de comprendre, cela ne règle rien, vous allez devoir revenir pour comprendre avant de vous tuer. Et lorsque vous allez comprendre, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. C'est ça qui est amusant dans l'évolution. C'est que tant que tu comprends pas, tu n'as rien. Quand tu comprends, tu n'as plus de besoin. Et tant que tu comprends pas, tu le veux, par exemple. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'affront à l'intelligence réelle de l'homme du Verseau, parce que l'intelligence réelle de l'homme du Verseau va être supportée par l'intelligence artificielle de l'homme du Verseau-Poisson, et cela sera supporté par la croyance, qui va évidemment être transformée en connaissance et par après en savoir, c'est-à-dire qu'elle va être capable d'accepter l'énergie de l'intelligence active sans s'y opposer. Alors, présentement, les préjugés, les tabous et toutes les autres bibites du même genre, basées sur la crainte de la peur de l'inconnu, ne sont pas des affronts, ce sont des mécanismes essentiels qui vont vous amener à penser que c'est un affront, donc cela vous énergise. Et cela va vous amener à comprendre l'intelligence de ces choses-là. Vous n'aurez plus à les subir, vous n'aurez plus à les vivre. Mais vous allez laisser l'humanité qui passe dedans continuer à les vivre, parce que c'est intelligent. L'homme qui se mentalise, qui se conscientise, découvre à un moment donné qu'il n'a plus besoin de certains mécanismes qui le supportaient comme des béquilles. Pendant sa phase de transition entre le fait qu'il ne sait pas qu'il a des béquilles et le fait qu'il comprend l'intelligence des béquilles, l'homme va passer par une étape où il croira que ces maudites béquilles lui nuisent depuis tout le temps. Ces béquilles vont lui nuire lorsqu'il n'en aura plus de besoin et qu'il s'attachera à les conserver. Là, les béquilles vont lui nuire. Mais pas avant et pas pendant qu'il est en train de s'en servir pour monter l'escalier ou pas encore pour laisser sa jambe se guérir. Mais lorsqu'elle est guérie, les béquilles sont plus bonnes. Donc, lorsqu'une personne abandonne ses béquilles, elle doit comprendre l'intelligence de la béquille pour ne pas aller les ôter à tous ceux qui sont cul-de-jatte. Parce qu'on va avoir un gros problème. Il va falloir qu'elle mette de l'énergie pour les relever, pour leur redonner le béquille. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas d'affront, c'est normal, tout va bien, faites-vous-en pas. Sauf qu'à un moment donné, l'homme doit prendre conscience de ces choses-là, ce qui énergise son énergie mentale, ce qui dynamise son mental, et ce qui lui permet de comprendre mieux pour arriver à se libérer. Et lorsque l'homme se libère, il voit l'intelligence de ce qu'il a libéré. On ne mord pas la main qui nous a nourris. On ne casse pas la béquille qui nous a supportés. Mais évidemment, on ne la met pas dans notre mémoire, dans notre tiroir pour la trimballe pas. Au cas. On l'oublie. Pourquoi sommes-nous manipulés par l'au-delà et un jour va-t-elle être dans le bon sens, cette manipulation pour l'humanité?
De toute façon, faites-vous-en pas, vous allez pouvoir bien dormir. On manipule autant l'au-delà qu'il nous manipule. C'est bien fait pour lui. Alors, on n'a pas trop de problème de ce côté-là. Maintenant, on manipule l'au-delà, et l'au-delà ne peut nous manipuler que selon ce que nous, on lui permet. Si vous avez peur, plus vous avez peur, plus vous avez peur. Donc, ayez pas peur, vous n'aurez pas peur. Tout ce qui, dans l'au-delà, nous manipule, ce sont des choses que nous y avons placées, que nous avons mis dans l'au-delà, et que nous maudissons par après, parce que cela nous tombe sur la tête. Nous sommes manipulés, mais pas par l'au-delà. Nous sommes bien plus manipulés par le maintenant, par ce qui nous entoure. L'astral, ce n'est pas de l'au-delà. L'au-delà, c'est de l'astral. Mais ce qui nous manipule surtout, quand on dit au-delà, nous voulons dire par là, au-delà de notre perception, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre vision. Mais ce n'est pas au-delà de notre manipulation. Nous le manipulons, nous le percevons sans le voir, nous le touchons sans le toucher, nous pouvons le connaître sans le connaître globalement et totalement, parce que l'au-delà n'a pas de corps matériel. Donc, il est perçu, mais non pas vu. Et cette vision de l'au-delà, cette perception, fait en sorte que nous ne percevons pas non plus notre vivant. Nous vivons dans nos mémoires, nous vivons donc en relation avec ces mémoires de l'au-delà, et nous sommes manipulés. L'au-delà ne peut nous manipuler que selon nos critères de manipulation. La personne qui est extrêmement pudique, elle est extrêmement manipulée par l'au-delà, qui tend à la faire frustrer, parce qu'elle voit un chat et une chatte s'amuser, ou parce qu'elle voit un chien et une chienne s'amuser, ou encore parce qu'à un moment donné, elle rentre dans un hôpital et elle voit une personne qui n'est pas trop vêtue, donc elle est manipulée. Mais la personne qui va régulièrement dans un camp de nudistes, ou la personne qui s'en fout, ne peut pas être manipulée par le même genre d'égrégore. La personne qui a peur lorsqu'elle voit du sang va être manipulée par l'égrégore sanguin. Mais la personne qui n'a pas peur ne peut pas être manipulée par ce genre d'égrégore. L'énergie de l'au-delà ne tend pas à nous manipuler parce que elle a du fun. Hein? Elle nous manipule pour la simple raison que nous ouvrons une porte, nous aspirons cette énergie et elle pénètre en nous. Évidemment, il se passe de quoi? Mais si nous n'ouvrons pas de porte, elle ne pénètre pas. C'est de l'amour. Elle vous aime et vous l'aimez. Donc, vous l'attirez, elle vous saute dessus. C'est ce qui se passe. Hein? Bon. Alors donc, on n'est pas manipulé d'une façon... c'est nous qui déterminons la façon qui va nous permettre d'être manipulés. Tout le temps. Si je vous donne des bêtises en russe, ça vous dérange pas. Allez tout apprendre le russe puis revenez ici. On va vous donner des bêtises en russe, là, ça va vous déranger. C'est votre faute. Alors, c'est toujours nous autres qui déterminons tout. Vous allez quelque part, vous avez été attiré. Mais c'est vous en vous qui aviez déjà une chose pour attirer l'événement, et l'événement était similaire à vous, donc vous attirez. L'au-delà, ce n'est pas une grosse bébite dangereuse. Ce sont des choses qui nous suivent, qui sont assis sur les chaises vides ici. C'est ça l'au-delà. Il y en a plein partout, qui rentrent dans votre chambre de temps en temps, qui vont voir ce que vous avez dans votre frigo, qui essaient de déboucher vos bouteilles. Ils sont pas capables, ils n'ont pas de corps physique. Mais l'au-delà nous suit partout. Sauf que nous avons une espèce de critère qui fait que ce qui est maintenant, ce qui est réel, a un corps physique. Et le reste fait partie d'un domaine autre, d'un domaine parallèle. On met des grands mots, mais c'est un domaine tout à fait similaire au nôtre qui baigne dans le nôtre, dans lequel on baigne. Mais par vibration, on ne le touche pas par notre corps physique, un peu moins par notre corps vital, énormément par notre corps psychologique, notre corps astral, par notre émotion, par nos désirs. Mais cet au-delà n'est pas au-delà, il est maintenant, il est là. Et il nous manipule parce que chaque fois que j'ouvre la bouche, l'air rentre. Alors chaque fois que j'ai quelque chose dans ma psychologie qui ouvre une porte, alors automatiquement l'énergie de l'astral entre. Et dans cet astral, il y a autant de différences qu'il y en a dans la planète au niveau de la matière. Donc, on a au niveau de l'astral quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. On a une roche, on a un être humain, on a un chien, on a une plante, on a une mouche tsetse. Alors, on a tellement de différences dans la matière, il y en a autant dans l'au-delà, dans l'astral. Ésotériquement, le mot au-delà n'est pas trop employé parce que ce n'est pas tout à fait réel.
Ce n'est pas au-delà de notre perception, c'est au-delà d'une vision claire qui nécessite, pour être clair, l'apparition d'une forme matérielle. Alors, on est manipulé par l'au-delà, mais on est manipulé selon nos possibilités d'être manipulé. Une question ici, je pense que tu as répondu quand tu as parlé du pendule tantôt, mais je vais la reposer. Comment cela se fait-il que les choses arrivent lorsqu'on ne se l'attend pas et que lorsqu'on s'attend à quelque chose, cela n'arrive pas? Oui, parce qu'on préjuge. Et lorsque l'on fait un préjugement d'une façon psychologique, d'une façon astrale, pour employer le terme ésotérique, on ne le fait pas d'une façon mentale, donc on préjuge une énergie. Il y a une énergie qui est, on est manipulé. Lorsque je veux quelque chose, j'énergise mon entourage, mon aura astrale, et je finis par avoir, ah, ben c'est ça qui va arriver. Je le perçois. Et ce que tu perçois, c'est ce que tu as mis. Donc, tu perturbes tout ce qui pourrait être perçu. Et lorsque tu ne t'attends pas à quelque chose, tu ne vas pas influencer ta perception, ou tu n'essaies pas de prévoir d'une façon émotive. Pourquoi voulez-vous prévoir l'avenir? Pour vous sécuriser. Et lorsqu'on essaie de prévoir l'avenir, on dynamise l'avenir, parce qu'on préjuge l'avenir. Et préjugeant l'avenir, on a une chance sur 10 de tomber dedans. Donc, on a 9 chances sur 10, mais en réalité, c'est plus que ça, de manquer notre coup. Et lorsqu'on ne s'attend pas à quelque chose, ben, une des recettes ésotériques, disons, occultes ou spirituelles, c'est lorsque vous voulez quelque chose, pensez-y puis oubliez-le. Pour que la forme pensée puisse maintenant seule tourner et attirer l'égrégore qui pourrait se cumuler autour pour, à un moment donné, finir par être, comme on a déjà expliqué dans une conférence, être densifié par la matière jusqu'à temps que l'événement arrive dans la matière. C'est la création. Mais si on y pense, puis qu'on continue à l'énergiser, puis on l'énergise encore, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'empêche d'être densifié. On l'énergise tout le temps, donc ça peut pas arriver. Pendant qu'on s'amuse à énergiser, ben, un autre événement se présente, qui fait que ce qu'on voulait avoir n'arrive pas. Hein? Alors, évidemment, si je désire avoir un Boeing 747 dans ma cour, ben, là, même, il faudrait que j'énergise pas mal l'idée, puis que je laisse pas mal de temps avant que ça apparaisse. Je risque d'être mort avant que ça arrive. Donc, il faut évidemment avoir un désir qui a une probabilité mathématique d'apparaître, et non pas une probabilité d'espoir. Oh, je crois pas que ça va m'arriver à moi. Ça, c'est pas ça, là, je vous parle. Une probabilité mathématique. Donc, alors, ce qui arrive, c'est que si moi j'ai un désir, je pense à quelque chose, et en fin de compte, je crée autour de moi une énergie qui finit par venir me berner, et je pensais que, j'ai une impulsion forte. Ton impulsion forte, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut ce que tu as mis dedans pour la rendre forte, mais elle vaut rien. Lorsque c'est conséquentiel, lorsque c'est mental, j'ai ça comme probabilité, et je vais attendre. Maintenant, si je veux avoir cette probabilité-là, parce que ça me rend la vie plus facile, parce que c'est plus intelligent, parce que c'est écologique, alors qu'est-ce que je vais faire? Pour que cette probabilité arrive, j'ai besoin de telle chose, et pour empêcher cela, de telle chose. Je vais donc prendre la volonté, je vais l'exprimer et je vais m'arranger pour me diriger vers cette probabilité. Mais ce n'est pas qu'un espoir ou un désir ou une espèce de prévision d'avenir. Ça peut être drôlement fautif. OK. Ici, peut-on vivre sans préjugés? Quel fonctionnement avoir face à une personne qui énonce constamment ses préjugés? Remarquez bien, sans être péjoratif, évidemment, on est mental, on est entre adultes. Peut-on vivre sans préjugés? Donc, la personne a un préjugé déjà. Et elle n'est pas sûre de pouvoir vivre sans préjugés. Parce que, peut-on vivre sans préjugés? Je pense que si vous vous répétez la question, vous allez avoir la réponse. C'est évident. Lorsque vous vivez intensément quelque chose, vous ne préjugez pas. Lorsque la balle de tennis s'en vient vers votre nez, vous ne préjugez pas. Vous agissez, vous vivez. Lorsqu'elle l'avait eu dans le visage, là, vous préjugez que ça aurait été préférable que l'autre lance moins fort, qu'il lance à côté, une raquette plus grosse, en tout cas, pour plein de raisons. Parce que là, on fait un retour sur un tambour maudit. On ne vit plus. Parce que sachez bien que si vous vivez instantanément, vous n'aurez jamais de souffrance, même pas physique. Parce que vous n'aurez pas le temps d'enregistrer. L'homme découvre la souffrance physique. Pourquoi? Parce qu'il accumule l'expérience et il se réfère à cette expérience pour découvrir qu'il souffre. C'est bon, évidemment, si vous avez un clou planté dans le pied, pour
Pensez à l'ôter. Mais ce n'est pas nécessairement bon dans tous les métabolismes, dans tous les états physiques. La souffrance, qu'est-ce que c'est? Si je vous pique, puis après ça, j'arrête, ben 1 heure après, vous souffrez plus. Vous allez dire, j'ai souffert, mais vous souffrez plus. Mais quand je vous pique, ça vient informer votre mental et ça disparaît. Et au fur et à mesure que ça informe, ça disparaît parce que c'est du passé. Et l'expérience de découvrir le présent dans la souffrance, c'est une expérience extraordinaire parce que tu n'arrives jamais à trouver le présent. Tu fais juste dire, c'est passé, c'est passé. Je sens que ça fait mal, mais c'est trop passé. Donc, la souffrance est le rapport à l'expérimentation passée de l'événement, même si on parle d'1 seconde ou de 10 secondes. Peut-on vivre sans préjugés? Ben, c'est évident, parce que l'homme vit de toute manière. L'homme n'est pas assujetti à la vie parce qu'il y a des préjugés. Il y a possibilité de préjuger parce que l'homme vit, mais l'homme ne sait pas qu'il vit. L'homme sait qu'il a vécu. Et ce a vécu, il appelle vie. Donc, il dit, je vis. Pourquoi tu vis? Ben, parce que j'ai fait. Bon, c'est pas parce que je vais faire, parce que si je te tire une balle dans tes 2 yeux, tu le feras pas. Tu sais que tu vis parce que tu sais que tu as vécu, mais tu sais pas que tu vis en réalité. Tu sais que tu vis parce que c'est évident que tu as vécu. Mais tu ne connais pas, tu ne goûtes pas à la vie. L'homme va vivre sans préjugés. Quand l'homme va être conséquentiel, il va être encore assujetti à des préjugés. Mais il va venir un temps où l'homme ne sera plus conséquentiel. L'homme va être en relation avec l'énergie supramentale, donc avec l'intelligence active, et l'homme n'aura plus besoin de préjuger l'avenir, parce que l'homme va vivre dans l'instantanéité présente, et il sera plus fort que tous les événements présents, donc il sera toujours vainqueur ou au-delà, par-dessus ces événements présents. L'homme sera le maître du présent, parce qu'il saura que le présent n'existe pas, mais le futur, le passé non plus. L'homme sera. Mais l'homme va vivre là. On ne peut pas faire autre. On ne vit même pas avec les préjugés. On ne peut vivre que sans préjugés. Parce que si l'on vit avec des préjugés, on ne vit que l'état que l'on a vécu. Alors l'homme ne peut vivre que sans préjugés, et l'homme peut vivre, c'est-à-dire que l'homme peut rester fonctionnel et constitutionnel avec des préjugés, mais il va rester constitutionnel et fonctionnel sans préjugés. Quel fonctionnement avoir face à une personne qui énonce constamment ses préjugés? Ben, premièrement, ne pas en avoir face à elle. C'est déjà le gros problème. Avant de... c'est nous autres. Faut pas avoir de préjugés, puis le problème se règle lui-même. Parce que si vous acceptez la personne telle qu'elle est, au fur et à mesure qu'elle est, il n'y a plus de problème. Elle énonce pas constamment ses préjugés, elle énonce un préjugé. 2 secondes après, elle recommence, elle énonce un préjugé. Pourquoi tout mémoriser le fait que ça fait 80 000 fois qu'elle en énonce? Si le fait qu'elle énonce des préjugés, tu peux à un moment donné observer et comprendre les mécanismes pour arriver à le faire. Vous savez qu'il y a bien des questions qu'on va me poser. Quoi faire? Ben, vous allez être capable de le faire lorsque vous-même, vous allez découvrir quoi faire. Parce que si je vous l'explique, vous ne pourrez même pas le mettre en application. Donc, c'est important d'essayer d'observer et de se régler nous-mêmes avant.